Bonjour à tous, bienvenue dans cette salle des conférences du Sénat et en direct sur Public Sénat en présence de quelques 300 apprentis, maîtres de stage, enseignants pour une après-midi entière consacrée à l'apprentissage sur notre antenne. En effet, chaque année, le Sénat met en valeur cette transmission de savoir et vous permet, vous, apprentis présents dans cette salle, de venir dialoguer aujourd'hui avec des parlementaires, mais également avec le ministre du Travail qui nous rejoindra un peu plus tard dans l'après-midi. Une après-midi donc de questions, de réponses autour de trois grandes thématiques que tout de suite le président de la Commission des affaires économiques du Sénat, Daniel Raoul, va venir nous présenter. Vous avez la parole, Daniel Raoul. Merci, madame. Monsieur les présidents, directeur général de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, mesdemoiselles, mesdames et messieurs les apprentis, mes chers collègues, mesdames, messieurs, le président Bell m'a fait l'honneur ce midi de me demander de le remplacer à l'ouverture de ses 14e rencontres sénatoriales de l'apprentissage. Le Sénat accueille cette année encore près de 200 apprentis venus de toute la France, ainsi que 50 accompagnateurs. Je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue, mais vous êtes là sans doute depuis ce matin, en tous les cas pour certains, et ceux qui ont été, en tous les cas, décorés et ou médaillés ce matin, j'en ai vu un certain nombre. Cet événement, vous le savez, est co-organisé par le Sénat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Je tiens à remercier Alain Griset, président de la PCMA, François Moutot, directeur général, ainsi que leurs équipes pour leur implication dans cet événement. Cette manifestation est donc la 14e depuis sa première édition et la création par le président Poncelet. Si elle s'inscrit dans la continuité, si je veux dire dans la tradition sénatoriale, elle n'est pourtant pas restée figée. À l'image de notre Haute Assemblée, elle évolue pour mieux répondre aux défis qui sont aujourd'hui les nôtres. Je souhaite marquer, en tous les cas, le profond attachement du Sénat à l'apprentissage. Je sais que mon collègue Claude Jeanneroux en parlera plus longuement, en tous les cas de l'intérêt, et des textes qui sont passés devant notre Assemblée. Mais en tous les cas, notre attachement en organisant le même jour les deux événements que nous accueillons tous les ans sur ce thème. En effet, ce matin, nous avons remis ici même les prix du concours « Un des meilleurs apprentis de France », les MAF. L'objectif est bien de rassembler en une seule et même journée deux événements jusqu'alors sans lien et de créer une sorte de journée de l'apprentissage du Sénat. Cela permet aux sénatrices et aux sénateurs intéressés de se mobiliser pour cette journée. Cela permet également de faire bénéficier ces rencontres de l'aménagement un peu solennel, vous le constatez, de la salle des conférences. Elle est très belle, mais pas fonctionnelle. Le thème de cette édition, l'apprentissage au cœur du Sénat, résume cette volonté de renforcer notre engagement en faveur de l'apprentissage. Cette unité de temps et de lieu n'est pas incompatible avec le maintien de la spécificité de ces rencontres sénatoriales de l'apprentissage. En effet, leur caractéristique majeure est de permettre l'expression directe des apprentis qui peuvent ainsi dialoguer sans intermédiaire avec les décideurs politiques présents. Le but est de créer ce lien, ce chaînon bien trop souvent manquant. C'est l'occasion de rappeler que ce sont surtout les hommes et les femmes qui font vivre cette filière de formation qu'est l'apprentissage. Il est important que ces hommes et ces femmes puissent dialoguer avec les sénatrices et les sénateurs et également les représentants du gouvernement, puisque le ministre Michel Sapin devrait nous rejoindre. Votre parole, mesdames et messieurs les apprentis, sera particulièrement écoutée dans le contexte des réformes qui viennent d'être discutées dans l'hémicycle ces 15 derniers jours. N'est-ce pas, mon cher collègue Claude Jeanneroux? Que peut-on retenir de ces débats et en quoi peuvent-ils éclairer nos discussions d'aujourd'hui? Je retiens tout d'abord la réaffirmation de l'engagement du Sénat en faveur de l'apprentissage. Sur tous les bancs, mes collègues ont été unanimes pour saluer l'importance de cette filière de formation, car elle répond à la fois aux besoins de formation des jeunes et aux besoins de recrutement de personnel qualifié pour les entreprises. L'apprentissage, peut-être plus que toute autre voie de formation, a démontré sa pertinence et son adéquation par rapport aux attentes des entreprises. Rappelons que plus de 80% des jeunes apprentis sont en emploi 3 ans après leurs études dans un pays où près de 26% des jeunes
sont touchés par le chômage. Vous savez donc que le Sénat sera présent pour participer pleinement à la politique d'encouragement et de promotion de l'apprentissage que mène le gouvernement. Il s'agit de relever le défi de l'objectif élevé, mais réaliste, je le pense, de 500 000 apprentis en 2017, fixé dans le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Mais je retiens également des débats que nous venons d'avoir sur le projet de loi présenté par Michel Sapin, des interrogations, des doutes, des critiques, et c'est bien normal dans une assemblée politique. Mes collègues et le ministre auront donc l'occasion d'en discuter directement avec vous et de faire part de leurs convictions sur les évolutions nécessaires pour donner corps à notre objectif commun de développement et de valorisation de l'apprentissage. Michel Sapin, ministre en charge du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, nous rejoindra donc tout à l'heure pour débattre avec vous. Mais je vous propose que nous commencions des échanges sans plus attendre. Ces échanges vont s'organiser autour de 3 thématiques que nous évoquerons successivement. Je parle sous le contrôle de Mme Perrault, avec les membres des 3 commissions du Sénat intéressés, que je tiens particulièrement à remercier pour leur présence à cette manifestation. La première table ronde sera placée sur la responsabilité de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Elle a pour intitulé « Partir pour se former ». Elle abordera 2 questions, les difficultés pour les apprentis de mener leur formation dans des lieux parfois éloignés de leur foyer d'une part, et la formation à l'étranger d'autre part. Et les sénateurs présents seront Daniel Michel et Pierre Bordier, qui sont déjà là. La deuxième table ronde est intitulée « Un jeune en apprentissage, un atout pour l'entreprise ». Elle est placée sur la responsabilité de la Commission des affaires économiques que je préside. Cette table ronde mettra l'accent sur l'échange que constitue l'apprentissage, avec d'un côté l'acquisition de méthodes, de maturité et de compétences pour le jeune, et de l'autre un nouveau regard peut-être, et de nouvelles connaissances apportées à l'entreprise qui forme parfois l'un de ses futurs collaborateurs. En tant que président de cette commission, je participerai donc à cette table ronde. Je vous dirai tout mon attachement, en tous les cas, pour la formation en alternance telle qu'on peut le voir dans un pays voisin, qui est sans doute un modèle de genre. Je ne suis pas sûr qu'il soit entièrement transposable, mais en tous les cas, en Allemagne, je l'ai vu et je l'ai évalué à plusieurs reprises. Avec ma fonction de directeur d'une école d'ingénieurs, je sais à quoi ça correspond et qu'en tous les cas, nous avons une différence culturelle dans l'approche de l'alternance. La troisième table ronde sera consacrée au thème « Réformer l'apprentissage », des réponses concrètes aux besoins. Elle sera sous la responsabilité de la Commission des affaires sociales et nous permettra de revenir sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi, à la démocratie sociale. C'est un texte qui vient d'être examiné par le Sénat. Le rapporteur de ce texte, Claude Genreau, ainsi qu'Annie David, président de la Commission des affaires sociales, animeront donc cette table ronde. Chacune de ces tables rondes sera l'occasion d'entendre vos témoignages et de vous permettre de nous faire part de votre expérience professionnelle, de vos impressions sur l'apprentissage. C'est aussi vos témoignages que nous attendons. Les sénateurs présents et le ministre, quand il nous rejoindra, vous apporteront leur vision de l'apprentissage et répondront à vos interrogations. Je vous remercie de votre attention et de m'avoir écouté aussi longuement. Merci. Merci Daniel Raoul pour ce propos introductif. Avant de lancer les débats et effectivement d'écouter les questions des apprentis et vos réponses, nous allons maintenant entendre Alain Griset, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et d'artisanat. Il va nous expliquer pourquoi l'apprentissage est nécessaire, indispensable à notre économie. Bien, Monsieur le Président de la Commission économique, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Mesdames, Messieurs les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs les apprentis, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs, je veux tout d'abord remercier très chaleureusement le président Jean-Pierre Bel, président du Sénat, qui a bien voulu nous permettre d'organiser cette 4e rencontre sénatoriale de l'apprentissage ici au Sénat, ce haut lieu de la démocratie française, où je suis certain que beaucoup d'entre vous garderont de cette journée une journée inoubliable et un souvenir tout à fait important dans leur parcours de formation.
Notre édition 2014 verra les champs se construire à partir des questions posées par chaque commission du Sénat sur des thèmes qui tiennent à cœur aux apprentis comme aux sénateurs. C'est ce qui fait toute leur force. Qu'il s'agisse d'échanger sur les conditions qu'il faut réunir pour effectuer une formation éloignée de son domicile, qu'il s'agisse des apports réciproques de l'apprenti et de l'entreprise, persuadés que nous sommes que l'apprenti n'est pas seulement dans l'entreprise pour recevoir une formation, mais constitue également un atout pour elle. Qu'il s'agisse enfin de la réforme en cours et de l'apprentissage, qui est une opportunité de formation et d'insertion professionnelle. Grâce à cette manifestation, l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est particulièrement fière de pouvoir accompagner le Sénat dans la réalisation de son objectif de valoriser les parcours de formation dans l'artisanat. Les thèmes choisis permettront de montrer l'actualité, l'efficacité et la proximité de la formation par apprentissage dans l'artisanat. Notre rôle d'adulte responsable est d'anticiper pour gérer au mieux les évolutions que nous vivons. Je suis sûr que le débat qui va s'engager nourrira les réflexions des uns et des autres en faveur d'une amélioration toujours souhaitée et souvent possible de l'apprentissage dans notre secteur. Une amélioration de ses performances au service des entreprises artisanales, mais surtout une amélioration de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, car, comme vous le savez sûrement, sur plus d'1 million d'entreprises artisanales, un chef d'entreprise artisan sur 2 a été apprenti. Je pense que c'est un bel exemple que chacun d'entre vous peut suivre. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes rencontres sénatoriales, un bon après-midi. Merci de votre attention. Merci Alain Griset. Alors on va tout de suite lancer les débats, aborder la première table ronde thématique, partir pour se former, car vous, effectivement, apprentis, vous êtes très tôt confrontés à des problèmes de mobilité. Vous devez quitter souvent tôt vos familles pour partir vous former en France ou même à l'étranger, parce qu'on l'ignore souvent, il existe aussi un Erasmus de l'apprentissage. Alors pour bien cerner toutes les problématiques autour de cette première table ronde, eh bien, je vous propose tout de suite de regarder ce petit film et on en débat ensuite avec vos questions. La formation d'apprentissage peut comprendre des enjeux liés à l'éloignement et à la mobilité. Gérer la distance au centre de formation et à l'entreprise constitue parfois un défi. C'est une organisation particulière parce que cela va dépendre des horaires de travail en entreprise. Un jeune boulanger, un jeune pâtissier, en général, il commence très tôt. Donc s'il habite loin de l'entreprise dans laquelle il travaille, ça va poser des difficultés pour se déplacer. Alors que s'il habite près, c'est beaucoup plus facile de commencer à 5 h du matin si on peut y aller à pied que d'être à l'autre bout de la région Île-de-France. S'il n'y a pas de métro ou de bus ou de moyens de transport. Mon entreprise, elle a 1 heure de trajet à Villemont. Je me lève à 5 h. Je m'habille, je me prépare, je sors à 6 h. Je prends le bus et je suis arrivé à mon travail 1 heure après. Pour certains, ils sont obligés de payer un loyer, même s'ils ont une chambre d'étudiants, mais ça représente des freins à cette mobilité. Et s'ils n'ont pas des familles derrière qui peuvent assurer ces études, c'est difficile, c'est compliqué. On avait une jeune fille, il y a 2 ans, qui venait du Pays Basque. Donc ça avait été compliqué de trouver pour elle une chambre sur Paris pour la semaine où elle était en cours au CFA. Parce qu'elle avait son entreprise au Pays Basque en plus. Certains CFA mettent en avant les avantages d'une mobilité à l'international, à l'image du campus de Bobigny qui organise chaque année des échanges à travers l'Europe. Il y a une tradition quand même dans cet établissement de mobilité européenne. Depuis à peu près 1995, j'ai travaillé à construire des partenariats et à promouvoir ces échanges d'apprentis sur tout le continent européen. C'était en stage de découverte où on est parti en Allemagne durant une semaine. On a été en échange avec des apprentis allemands comme nous. L'idée, c'était de créer des produits qui mélangent et les techniques françaises et les techniques allemandes. Le but étant de montrer aux apprentis que peu importe où on se trouve, on peut réaliser des produits avec les techniques qu'ils ont appris ici. Peu importe où ils vont, ils sont capables de se débrouiller, de créer des produits. Et si en plus ils peuvent créer du lien d'amitié, d'échange avec des jeunes étrangers, c'était un petit plus.
Un apprentissage sans frontières, donc, qui a pour but d'encourager les jeunes apprentis à viser une carrière en dehors de l'Hexagone, une politique qui donne à beaucoup quelques idées d'avenir. L'apprentissage, ça leur permet aussi de s'exporter dans le monde. Pour certains, ça peut être un objectif, mais bon, bien souvent, ils sont jeunes, donc c'est la peur aussi d'aller loin, d'aller tout seul. Donc je pense qu'effectivement, c'est aussi un premier pied à l'étranger pour se dire, voilà, je peux aller travailler, je peux aussi en être capable. On a un jeune qui est venu nous voir avant-hier, qui lui est en Australie. Il est parti l'année dernière et il a du travail. Voilà, il est arrivé, il nous a dit qu'il avait triplé son salaire en 4 mois. Pour plus tard, si on veut y aller tout seul dans un autre pays, comme au Canada ou en Angleterre ou des choses comme ça, c'est bien avoir cette expérience-là. Je me projette plus en Amérique, vers les États-Unis, New York et tout ça. C'est un rêve déjà. Voilà, donc petit film pour introduire la première table ronde autour de la mobilité des apprentis. Pour répondre à vos questions, eh bien, sont avec nous la sénatrice Danielle Michel, bonjour, sénatrice socialiste des Landes, et puis le sénateur UMP Pierre Bordier, bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous. Alain Griset et Daniel Raoul sont également restés sur la scène pour répondre, compléter éventuellement certaines des réponses. On va tout de suite passer à la première question. C'est Jefferson Barnier du CFA, d'un CFA d'Eure-et-Loire, qui va vous interpeller. On écoute votre question. Je vous propose de vous lever pour qu'on puisse vous voir. Je sais, c'est intimidant. Vous posez la première question. C'est toujours difficile, mais on vous écoute. Eh bien, bonjour à vous, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je me présente, Jefferson Barnier. Je prépare un BTS MUC, Management des unités commerciales, au sein du CFA de Blois, des chambres des métiers et de l'artisanat, dans le Loir-et-Cher. Je travaille pour la société Auchan, Blois également, où je suis affecté au rayon de la poissonnerie. Dans cette unité commerciale, je participe à la vente de produits, l'animation de services et y découvre le métier de manager. Donc ces 14e rencontres sénatoriales de l'apprentissage nous permettent d'avoir la réflexion sur les préoccupations concrètes des apprentis. J'ai donc le plaisir d'ouvrir ce débat sur des questions qui occupent une place centrale dans l'esprit des apprenants. Donc pour ma part, j'ai de la chance, je parcours seulement 70 km quotidiens tous les jours. Oui, seulement, oui. Soit 45 minutes en voiture, donc c'est une concession certes, mais tout le monde sait qu'on ne trouve pas du travail auprès de chez soi. Par contre, à titre indicatif, j'ai une camarade qui, elle, parcourt environ 1000 km à la semaine, soit 200 par jour. Donc ceci génère de la fatigue, du stress, du temps perdu et surtout un coût financier exorbitant. Alors, donc il y a d'autres exemples aussi, ou encore des apprentis qui travaillent dans des entreprises très très éloignées de leur formation et de leur domicile. Donc ça leur implique d'avoir 2 logements, un pour l'entreprise, un pour la formation. Alors, dans un premier temps, excusez-moi. Donc cet éloignement provoque parfois des troubles psychologiques, sociologiques et un coût financier qui impactent sur la rémunération de l'apprenti et peuvent le placer dans des situations sensibles de la réussite de son apprentissage, puisque c'est ça la question. Donc dans un premier temps, serait-il possible de renforcer les aides déjà existantes ou de les compléter par d'autres pour faire face à ces difficultés? Et dans un deuxième temps, l'État, ou plus précisément par département ou par région, puisque ça diffère énormément, ont-ils prévu le financement de la création de résidences pour le logement de nos apprenants? Merci beaucoup Jefferson pour cette question très complète. C'est Danielle Michel qui va vous répondre. Oui. Ce que j'ai apprécié, c'est que vous ayez donné des exemples concrets de déplacement ou de double hébergement nécessaire. Parce que c'est vrai que les problèmes de transport ou d'hébergement sont liés à la spécificité de l'alternance. Alors, certaines fois, les parents ou le jeune vit à côté soit du centre de formation, soit de l'entreprise. Il n'y a qu'un déplacement, mais des fois, le jeune est éloigné et de l'entreprise et du centre de formation.
Et c'est vrai que c'est un problème très très important pour la réussite du jeune. Alors, il existe des aides classiques que vous connaissez tous, celles données par les caisses d'allocation familiale par rapport au logement, par rapport à l'APL, l'aide personnalisée au logement. Il existe aussi les centres interprofessionnels du logement qui interviennent par un dispositif qui s'appelle Mobili Jeunes, qui aide aussi au logement des jeunes qui sont en contrat en alternance. Alors ça, ce sont des aides classiques qui sont souvent mobilisées. Tout jeune qui signe un contrat d'apprentissage peut rencontrer soit au Pôle emploi, soit à la mission locale, quelqu'un qui lui remplira les dossiers, qui l'aidera à avoir les aides classiques. Mais à ces aides-là, qui existent et qui sont insuffisantes, je le reconnais, peuvent s'ajouter des aides qui sont spécifiques aux régions, parce que l'apprentissage, quand même, est une des compétences de la région, plus que du département ou de la commune, et certaines régions ont mis en place des aides qui leur sont propres. Des aides aussi au logement, des dispositifs comme en Aquitaine, un de toit, qui permet à des jeunes de trouver des nuitées pas très chères pour justement pouvoir se déplacer, alors que le calendrier de l'alternance n'est pas toujours régulier. On ne peut pas louer qu'une semaine par mois de manière irrégulière chez un logeur. Il existe aussi un fonds social pour l'apprentissage, mais là, c'est vraiment différent selon toutes les régions. Je pense que le problème, il est pointé, il est connu, peut-être pas encore traité de manière assez complète, parce que ça continue à poser des problèmes. Alors, vous parliez de jeunes qui fait 1000 km par semaine. Alors, est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce que des fois, il n'est pas plus judicieux de trouver un logement à côté du travail? Mais c'est vrai que ça pose le problème aussi, parce que vous êtes jeune, de laisser le cocon familial et de vivre de manière indépendante. Moi, j'ai connu une apprentie en boulangerie. Les parents n'avaient trouvé comme solution que d'installer un camping-car à proximité de la boulangerie. Ils n'avaient trouvé aucune autre solution. Sinon, c'était aux parents à se lever à 3h30, 4h pour la mener embaucher à 4h30. Donc c'est un réel problème. Il n'y a pas de solution qui convienne à tout le monde, parce que d'abord les cas, les réalités sont multiples. Mais je pense qu'on en est conscient et que les politiques, et notamment ceux qui ont en charge l'apprentissage, s'en occupent. Merci Daniel Michel. Alain Griset, est-ce que très rapidement, vous avez des points à apporter pour compléter la réponse de Madame la sénatrice sur cette question qui est importante pour tous les apprentis? Je pense que la question a été bien posée. La différence fondamentale dans l'apprentissage, c'est qu'il y a souvent 3 lieux différents. Le lieu de formation, l'entreprise et le domicile. Et qu'effectivement, on a d'avoir tout sur place pour le jeune. Attendez, on va peut-être vous donner un autre micro, parce que j'ai l'impression qu'il connaît... Aujourd'hui, souvent les conseillers régionaux nous accompagnent pour faire de l'hébergement au centre de formation, ce qui résout une partie du problème. Mais derrière, il y a effectivement la question de l'entreprise et du domicile. Certains conseillers régionaux, Madame la sénatrice l'a bien indiqué, c'est des politiques régionales, apportent une aide financière au déplacement. Et donc, c'est une discussion qui se fait région par région, de façon à s'adapter. Et c'est vrai qu'il y a des régions rurales où il y a eu quelquefois des expérimentations extrêmement intéressantes. J'ai souvenir en Mayenne, où le conseil général a accompagné des particuliers pour aménager des lieux d'habitation, quelquefois inoccupés, pour permettre de loger les jeunes. Il y a également, quelquefois en milieu rural, des fermes dans lesquelles ils font des logements appropriés pour les jeunes à des prix tout à fait adaptés. Mais on est obligé, en fonction du territoire, de trouver des solutions spécifiques à chaque fois pour répondre au mieux aux besoins des jeunes. Seconde question maintenant pour cette première table ronde autour de la mobilité des apprentis. Elle nous vient d'Avignon. Cette seconde question, c'est Aurélie Pellegrin qui va la poser. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, Aurélie Pellegrin, je viens d'Avignon. Je suis actuellement au CFA donc, dans le 84, dans le Vaucluse, où je suis une formation de responsable qualité, sécurité, environnement. Et je suis en contrat d'apprentissage au sein de la société Melox, filiale d'Areva, dans le nucléaire. Donc ma question est la suivante. Nous avons constaté des difficultés au niveau des candidats alternants à trouver des entreprises.
Et nous aimerions savoir s'il existait un fichier national ou régional qui recensait les entreprises susceptibles d'accueillir des apprentis. Merci beaucoup Aurélie. C'est Pierre Bordier qui va vous répondre. Alors, est-ce qu'il existe un fichier national? Oui, bien, bonjour à tous. Merci pour cette question. Bien évidemment, il existe quelque chose. Ça ne pourrait pas se passer autrement. Mais il y a toujours une différence entre bien faire et le faire savoir. En ce qui concerne la connaissance des données nationales ou régionales, ça se décline au niveau national ou au niveau régional. Au niveau national, il existe un portail qui s'appelle, je lis, www.alternance.emploi.gouv.fr, qui a été créé par le ministère de l'Emploi et qui propose un moteur de recherche qui permet de trouver quasiment toutes les réponses aux questions qui peuvent se poser dans ce domaine. Je suis allé voir un peu comment ça se passait sur ce site, et puis, ma foi, ce site s'adresse ou aux candidats à l'apprentissage, ou aux entreprises qui souhaitent accueillir un apprenti, ou au centre de formation des apprentis. Et dans chacune des catégories, finalement, vous pouvez trouver tous les renseignements que vous souhaitez. Alors pour les candidats, les conditions de travail, le tuteur, l'interlocuteur, la rémunération, les possibilités de carte d'étudiant, les aides possibles de l'État ou de la région. En ce qui concerne les entreprises, quelle peut être l'indemnité compensatrice, quels peuvent être les différents contrats adaptés à chacun des apprentis, les exonérations diverses, puisque ça existe, les aides à l'embauche, l'alternance, etc. Et finalement, pour chaque catégorie, vous avez les renseignements que vous pouvez approfondir dans chacun des cas. Au niveau régional, j'allais dire que la quasi-totalité, sinon la totalité des conseils régionaux ont fait le même travail, bien évidemment, puisqu'ils sont chargés de la formation professionnelle et de l'apprentissage tout particulièrement. Donc, ce travail se fait bien sûr en relation avec les chambres de métiers de l'artisanat et avec les chambres de commerce et d'industrie. Et là aussi, au niveau régional, on retrouve des portails qui permettent de répondre localement à ces différentes questions. Et puis, certaines régions ont mis en place des outils plus particuliers, dont un vient à l'esprit, le pass apprentissage. Bon, ça existe dans un certain nombre de régions, mais voilà un peu comment les choses se passent. Et puis, il ne faut pas négliger non plus le rôle de Pôle emploi, le rôle des missions locales, et puis là encore, des centres d'aide à la décision des chambres de métiers et de l'artisanat et les points apprentissage des chambres de commerce. Et puis, là encore, dans chaque catégorie, certaines manifestations ont lieu pour faire connaître l'apprentissage, que ce soit au niveau des établissements scolaires, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est une évolution par rapport à ce qui pouvait exister jusqu'à maintenant. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Donc avec des journées organisées et puis des choses qui s'appellent job dating, etc. Voilà, je crois qu'il existe de nombreuses choses, mais en allant sur les différents sites dont je viens de parler, vous devriez pouvoir trouver tous les renseignements que vous souhaitez. Merci beaucoup Pierre Bordier pour cette réponse très complète. Troisième question, elle nous vient cette fois encore d'Avignon avec Cécile Lugan-Couturier. Bonjour, merci d'être avec nous. On écoute votre question. Bonjour à tous. Donc je suis en formation au CFA d'Avignon en RQSE, responsable qualité, sécurité, environnement. Et je suis en contrat d'apprentissage au pôle formation des industries technologiques du Vaucluse. Ma question est complémentaire à celle de ma camarade Aurélie. En fait, elle concerne les entreprises qui, elles aussi, ont des difficultés pour trouver des candidats qui correspondent exactement à leurs besoins. Donc, notre question était de savoir s'il existait également un fichier national ou régional recensant les candidats en recherche d'un contrat d'apprentissage. Une nouvelle question donc sur des fichiers. Daniel Michel, à vous de répondre. Alain Griset peut-être, si c'est une colle. Sur les fichiers, moi je n'ai pas de réponse. La réponse, il me semble, elle a été faite. Et je pense que
encore une fois, le meilleur interlocuteur pour les jeunes, ce sont les missions locales, et pour les employeurs, ce sont leurs syndicats ou leur organisation, qui chacun de leur côté essaie de centraliser et de mettre en correspondance. Alain Griset, vous avez envie de compléter cette réponse? Non, mais Monsieur le Sénateur a indiqué des sites qui sont également valables pour les chefs d'entreprise. Il faut quand même bien indiquer qu'en ce qui concerne l'artisanat, les chambres de métiers de l'artisanat, bien souvent, enregistrent les demandes des employeurs. Et naturellement, les jeunes peuvent très bien, par l'intermédiaire des centres de la décision, avoir cette information sur les employeurs qui recherchent des jeunes en apprentissage. Donc il ne faut pas hésiter à venir frapper à votre porte. Quand on parle de mobilité aussi, on parle en ce moment de plus en plus souvent d'e-learning, de cours à distance via Internet. Est-ce qu'il y a des facilités qui existent à ce niveau-là pour l'apprentissage, Daniel Michel? Alors, l'e-learning, on en est tout à fait au démarrage. On en parle, on commence à en parler. Je vois que ça n'a pas encore atteint, ça commence à atteindre l'enseignement supérieur au niveau licence, master. Au niveau de l'apprentissage, on peut penser que ça permettrait d'éviter des déplacements pour des métiers très pointus et confidentiels, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Le vrai problème, c'est le coût du déplacement, parce que je pense que dans l'enseignement, on ne peut pas remplacer l'échange, que ce soit avec les collègues, avec les autres apprentis ou avec les enseignants, et que l'échange et la confrontation sont très importants. On peut peut-être un peu alléger les cours grâce à l'e-learning. Bien sûr, ça peut faciliter les choses. L'e-learning et les expériences qui sont faites avec les MOOCs aux États-Unis, c'est donc un support numérique qui est réservé à une grande masse. Et nous, on nous parle dans l'apprentissage d'e-learning pour des métiers qui sont très confidentiels, où il ne peut pas y avoir un centre de formation dans un rayon de 100-150 km pour éviter un déplacement. Donc, enfin, ça, ce n'est que mon avis. Je pense que le problème, c'est plus de donner les moyens de se déplacer que d'éviter à tout prix le déplacement, parce que les voyages forment la jeunesse. Partir ailleurs, se former, rencontrer d'autres jeunes, de trouver d'autres enseignants, ça peut être important. L'e-learning peut être une réponse partielle, voilà, mais pas totale. Réponse partielle, Alain Griset, vous êtes aussi d'accord sur cette position? Non, l'e-learning peut se comprendre pour un complément de formation dans les matières académiques. En ce qui concerne l'apprentissage du métier, il est évident que dans l'artisanat, cet apprentissage doit se faire directement ou en entreprise ou au centre de formation, de façon à ce que le jeune puisse avoir une compétence technique avérée au regard du métier qu'il apprend. Très bien, merci pour ces réponses sur l'e-learning. On va maintenant écouter le témoignage sur une expérience à l'international avec Frédéric Patari. Bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes enseignante, hein, vous, oui, c'est ça, exact. En Gironde. On m'a demandé d'intervenir parce que j'ai eu l'occasion l'année dernière d'accompagner un groupe de 12 apprentis coiffeurs en Grèce. Je suis au CFA de la Chambre de métiers de la Gironde. Notre établissement a donné aussi l'occasion à des jeunes de partir en Allemagne et en Italie. Actuellement, nous avons des jeunes qui sont en Allemagne. Est-ce que vous pouvez mettre le micro un tout petit peu? Ah oui, pardon. Donc c'est une expérience qui est intéressante pour les jeunes tout d'abord parce que c'est un enrichissement personnel. Ça leur donne l'occasion de voir le métier d'une manière différente. Il y a eu énormément de retours positifs de la part des employeurs quant aux compétences professionnelles des jeunes. Certains ont eu des propositions d'emploi. Pour notre établissement, c'est aussi, ça apporte une dynamique. Ceci dit, c'était le premier voyage que vous faisiez comme ça à l'étranger avec des apprentis dans votre établissement? Mon établissement avait fait d'autres voyages, avait organisé d'autres voyages, mais à titre personnel, c'était mon premier, et mon seul d'ailleurs. Et donc la question que nous nous posons, c'est que c'est quelque chose, la mobilité est quelque chose de très intéressant, mais il y a par exemple la prime qui était accordée aux employeurs qui a été supprimée. Quand les jeunes sont absents, c'est une contrainte pour l'employeur et pour indemniser l'absence, il y avait une prime de 40 € qui a été supprimée. La deuxième chose, c'est qu'avant nous avions un poste dédié à la mobilité, alors que maintenant une personne se partage différentes tâches, dont celle d'organiser, de gérer la mobilité. Donc la question que nous vous posons, c'est quel soutien pouvons-nous espérer pour favoriser et développer la mobilité?
Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage sur ce voyage à l'étranger. Pierre Boardier, vous voulez lui répondre? Je vais essayer. Mais je crois que le témoignage que nous venons d'entendre montre qu'il y a déjà une évolution formidable, puisque les apprentis représentaient une population qui était souvent beaucoup moins mobile que les étudiants ou que les lycéens, et que finalement une opportunité d'aller confronter son expérience à l'étranger est bien évidemment, comme dans tous les cas, une excellente chose. Alors est-ce que c'est facile pour tout le monde? Vraisemblablement pas. Est-ce qu'il faut trouver des solutions pour permettre, comme cela a été demandé, pour permettre de développer cette activité à l'étranger? Eh bien, oui, essayons de travailler dans ce cadre-là. Et finalement, cela répondrait à la logique du compagnonnage, à la logique de la mobilité du compagnonnage, ce qui est extrêmement intéressant. Alors, mais vous avez entendu le témoignage, on leur coupe aussi parfois un petit peu les aides du fait de cet éloignement. Ça, c'est problématique quand même. Oui, non, mais alors, il y a deux choses. Il y a le principe, il y a toujours le principe et toujours l'application. L'application, c'est quelquefois un petit peu plus délicat, un petit peu plus difficile, mais quand tout le monde s'y met, on peut y arriver. Alors, bien évidemment, il y a aussi la possibilité de développer l'usage d'une langue étrangère pour les jeunes, qui soient apprentis ou pas, en allant à l'étranger. Et finalement, cela servira obligatoirement pendant l'activité professionnelle ultérieure. Je crois que le CEREC, Centre d'études de recherche sur les qualifications, est en train de mener une étude statistique sur la valeur ajoutée de la mobilité des apprentis à l'étranger. Donc attendons le résultat de cette étude pour voir ce que cela donne. Sur les possibilités, j'allais dire, d'aide, etc., il existait déjà un certain nombre de choses. Bon, les bourses Leonardo étaient possibles. Je crois que ça va être changé, modifié pour passer à Erasmus+, qui théoriquement est une mobilité européenne pour tous les publics et donc bien évidemment pour les apprentis. Et puis, il existe une agence qui s'appelle Europe Éducation Formation France, 2E2F, qui finance ces mobilités européennes pour les jeunes, y compris pour les apprentis. Et les centres de formation d'apprentis peuvent traiter directement avec 2E2F ou passer par un certain nombre d'intermédiaires. Et puis, j'allais dire, en fonction des pays d'accueil, il peut y avoir d'autres possibilités, et je pense notamment avec l'Allemagne, qui est un pays où l'apprentissage est beaucoup plus développé que chez nous. En passant par l'OFAGE, il est tout à fait possible d'obtenir des possibilités d'aller en Allemagne. Alain Griset, c'est vrai qu'il existe aussi un Erasmus pour les apprentis qui peuvent en bénéficier. Ce système de mobilité vers d'autres pays européens, il est pour l'instant assez limité. Je crois que c'est quelques 2500 apprentis chaque année qui partent vers des expériences dans d'autres pays européens. L'objectif, c'est quoi? C'est évidemment d'élargir cet Erasmus, et avec quels moyens? Tout d'abord, nous avons, depuis quelques années, au niveau des chambres de métiers et l'artisanat, beaucoup travaillé sur cette mobilité. Pour les élus des chambres de métiers, pour les artisans, ça paraît un élément tout à fait important que d'offrir aux jeunes cette possibilité d'échanger, de prendre contact avec des cultures différentes, avec des métiers qui peuvent quelquefois être faits d'une façon particulière dans tel ou tel pays, puis d'avoir un apprentissage de la langue. On s'est heurté pendant de nombreuses années sur le fait que les apprentis n'avaient pas les mêmes droits que les étudiants, et qu'en particulier le programme Erasmus leur était totalement exclu. Nous avons réussi à obtenir, pendant la présidence française de l'Europe, que Erasmus était également possible pour les apprentis. Il nous reste à franchir le cap des moyens budgétaires que l'Europe doit mettre en place pour permettre à ce programme Erasmus de se développer dans de bonnes conditions pour les apprentis. Et puis, une particularité française qui est que les apprentis sont sous contrat de travail. Et donc, il faut qu'on règle la relation entre l'employeur et l'apprenti pendant cette période où le jeune est à l'étranger, qui est aussi un sujet sur lequel nous devons travailler pour, au bout du compte, multiplier de façon très importante la possibilité pour les apprentis de faire cette mobilité qui a souvent des résultats tout à fait positifs. Bon, certains réussissent quand même à partir. Je pense que de moins en moins. D'ailleurs, les jeunes se rendent bien compte aujourd'hui que, bon, on parle de la mondialisation. En plus, il y a quelque chose qu'il faut qu'on ait bien tous en tête, c'est que le savoir-faire français est quelque chose qui est recherché à l'étranger. Lorsqu'un jeune Français a un diplôme et un métier en main et qu'il va à l'étranger, très souvent, il est plutôt choisi parce que
qu'à l'étranger, on sait que le savoir français est tout à fait exceptionnel. Et donc, c'est une chance de plus qu'on donne aux jeunes de se former à l'étranger. Et c'est ce que les chambres de métiers de l'artisanat souhaitent faire lorsqu'on promeut ces mobilités européennes en particulier. Ceux qui réussissent à partir, c'est ceux qui sont surtout en apprentissage dans des entreprises qui ont déjà un réseau international ou au moins européen? Pas spécialement, puisque le réseau des chambres de métiers accompagne l'entreprise pour que les formalités en particulier soient simplifiées. La difficulté aujourd'hui, c'est plus une question franco-française de responsabilité et de remplacement du jeune pendant qu'il est en apprentissage à l'étranger. Comment le chef d'entreprise fait dans son planning, dans son organisation. Très bien, écoutez, on va passer maintenant à la deuxième table ronde, si vous le voulez bien, une table ronde qu'on a intitulée « Un jeune en entreprise, un atout pour cette entreprise ». On n'oserait pas le dire le contraire, évidemment, ici. Il s'agit de mettre l'accent sur l'échange de bons procédés que constitue l'apprentissage, avec d'un côté l'acquisition de méthodes, de maturité, de compétences, et puis de l'autre un nouveau regard sur l'entreprise, des transferts de technologie, voire la formation d'un futur collaborateur. Alors comme pour la première table ronde, on regarde d'abord un petit film avant d'écouter les questions des apprentis. C'est impératif pour les entreprises de former. D'abord, nous sommes toujours en recherche de personnel qualifié. C'est la transmission de nos savoirs, c'est leur apprendre le savoir-être, le savoir-faire en même temps, puisqu'on les prend relativement jeunes. C'est le fait de pouvoir être en entreprise en même temps. Avoir des méthodes d'apprentissage souvent différentes des employeurs. Ça aussi, c'est un petit plus. C'est bénéfique. L'apprentissage, et en particulier l'apprentissage dans l'artisanat, c'est une école de l'individualisation de la formation en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre vraiment l'individu là où il en est, dans un objectif de progression, et de l'accompagner tout au long de son parcours. Ça permet d'étudier, en même temps de travailler. Du coup, on a une insertion plus facile au niveau du travail, parce qu'on a déjà une expérience professionnelle. Donc on est plus facilement embauchable que quelqu'un qui restait à l'école traditionnellement. Là, on a vraiment une expérience professionnelle, on a un savoir-faire dès qu'on a notre diplôme en fait. C'est un atout économique pour l'ensemble de nos métiers. Demain, nous allons devoir remplacer et nos salariés et aussi nos chefs d'entreprise. Et avec l'apprentissage, on est encore là où il y a le plus d'ascenseur social. On commence avec un CAP et on peut finir un chef d'entreprise assez rapidement. L'apprentissage, il ne faut pas l'oublier, c'est un système de formation sur plusieurs sites. Le CFA, oui, mais aussi l'entreprise. Et c'est cette itinérance entre les deux sites qu'il convient d'accompagner. Et c'est cet accompagnement qui va porter vertu pour créer des compétences. C'est quelque chose de bien parce que c'est pas du tout comme l'école. L'école, on est assis, on écrit, on écoute, on note. Et après, il y a du travail personnel ici. Ce qui est bien, c'est qu'on utilise nos mains. On utilise la tête, bon ça c'est logique, mais on utilise nos mains, donc on apprend directement sur place comment faire. Je pense que c'est important pour une entreprise d'avoir des jeunes parce que nos centres de formation dans tous nos métiers sont à la pointe des technologies et ça nous booste un petit peu aussi dans l'entreprise parce qu'il faut au moins qu'on soit aussi bon que ce qu'ils ont et ce qu'ils voient dans leur centre de formation. Dans une entreprise où toutes les personnes ont à peu près plus de 26 ans, quand j'ai commencé, j'avais à peu près 14-15 ans, donc c'est pas la même mentalité, donc il faut à peu près un peu s'adapter. Mais bon, c'est un pas qu'on fait chacun de son côté. C'est un rapport privilégié avec l'expérience. Les jeunes sont formés à partir de leur expérience individuelle dans l'entreprise. Nous emmenons les jeunes vers un diplôme, mais pas simplement un diplôme, un métier. Et nos métiers, si on veut qu'ils durent, il nous faut de la nouvelle génération, des gens qui ont envie de venir dans nos métiers, parce qu'on y trouve du travail. L'accueil d'un apprenti pour quelque entreprise que ce soit, c'est la transmission des savoirs. Voilà, alors le jeune apprenti, évidemment, un atout pour l'entreprise. Daniel Raoul, Alain Griset sont restés avec nous pour répondre aux questions des apprentis. Sur cette deuxième table ronde, eh bien, c'est Maëva d'Arléon qui ouvre le bal. Maëva, bonjour. Ah, vous êtes là, voilà, je ne vous voyais plus. Vous venez de Mont-de-Marsan, c'est bien ça ? Oui, bonjour à tous, Maëva d'Arléon. Je viens de la Chambre des métiers de Mont-de-Marsan où je fais un BTM en pâtisserie et je travaille dans une entreprise en chocolaterie à Anglette. Donc aujourd'hui, je suis consciente de l'atout que représente une formation d'un apprenti pour son entreprise et le CCF, par le contrôle d'un cours de formation, par sa mise en place et sa valorisation en termes d'évaluation, permet aujourd'hui de réaliser des projets concrets qui sont un réel atout pour une entreprise. Donc j'aimerais savoir si cette formation d'apprentissage et d'évaluation, très appréciée des entreprises,
pourrait-elle être étendue à d'autres formations? Voilà, c'est Daniel Raoul, le président de la Commission des affaires économiques du Sénat, qui va vous répondre, Maëva. C'est plutôt en tant qu'ancien enseignant, en tous les cas universitaire, je vais vous répondre. Parce que c'est quelque chose que, lors de l'élaboration d'un programme dans mon école d'ingénieur, qu'on avait déjà utilisé. Alors je sais que c'est utilisé au niveau 5, là, mais je peux vous assurer que cette espèce d'évaluation mi-parcours, enfin en cours en tous les cas de formation, devrait être généralisée, pour prendre un terme de physique, et d'utiliser justement le feedback, enfin l'évaluation qui est faite à la fois de l'apprenti, mais aussi des connaissances qui ont été données, à la fois au CFA ou au lieu de formation générale, et d'adapter ou de corriger des erreurs qu'on aurait pu faire par rapport aux attentes et par rapport à l'évolution des populations qu'on touche dans la formation. Un élève ingénieur, enfin, excusez-moi de parler de ça, mais ça va être la même chose pour un apprenti, n'est plus le même que celui il y a 20 ans. Il arrive avec des connaissances complètement différentes. Il n'est pas question de vouloir continuer à plaquer des programmes de formation générale sur des populations qui évoluent. Et je pense que cette évaluation que je qualifierais à mi-parcours, et en tous les cas j'y tenais dans mon école, c'est-à-dire que pendant la période de stage, il y a une interaction entre ce que j'appelle le tuteur dans l'entreprise et le formateur dans l'école. Et je crois que ça devrait être généralisé et pas avoir des programmes standards qui risquent de se figer, qui ne correspondent pas d'abord, pour ce qui me concernait, à l'évolution des technologies, ça c'est évident dans le domaine des sciences physiques, mais en plus, par rapport à l'évolution des connaissances des jeunes qui sont en formation. Je crois que c'est un atout et qu'on devrait l'obliger. C'est à la fois une évaluation pour, évidemment, l'apprenti ou l'étudiant, c'est aussi une évaluation pour le formateur et pour le tuteur. Et on devrait être gagnant-gagnant dans cette évaluation en cours de parcours et pas simplement une évaluation finale dans laquelle peut-être qu'il y a eu une erreur d'orientation, peut-être qu'il y a eu aussi une erreur ou un manque dans la formation. Et en tous les cas, ça permettrait de corriger avant le stade final d'évaluation. Alain Griset, vous avez envie d'ajouter un mot à ce que vient de dire Daniel Raoul? Je pense que le contrôle se fait quasi au quotidien, parce que dans l'apprentissage, il y a une relation entre le formateur et le jeune qui permet, en particulier en entreprise, de bien mesurer l'évolution du jeune et d'adapter la formation à son besoin pour, au bout du compte, acquérir un titre ou un diplôme. Dans l'artisanat, il est important qu'au bout du compte de son parcours de formation, le jeune puisse acquérir ce titre, ce diplôme, pour qu'ensuite, ce jeune comprenne bien qu'il est arrivé à un niveau de formation qui lui permet de dire qu'il a acquis un métier et ensuite de pouvoir avoir un emploi. Très bien, on va passer à la question suivante. Alors, je me retourne de l'autre côté. Chloé Lezage, bonjour. Vous êtes là. Oups. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de l'Eure-et-Loire. On vous écoute. Oui, donc je suis Chloé Lezage. Je fais un BTS assistant de gestion PME-PMI au CFA CMA de Blois, dans l'Eure-et-Cher. Et je fais mon apprentissage dans un établissement courrier de la Poste, dans l'Eure-et-Loire. Et on a pu constater des disparités dans l'investissement des entreprises dans la formation de leurs apprentis. Certains ont la chance d'avoir des entreprises qui s'impliquent énormément dans la formation et d'autres se voient confier des missions qui ne correspondent pas du tout à leur formation. Donc on aimerait savoir s'il y a pardon. Allez-y, tranquillement. Si vous avez prévu de récompenser les entreprises qui s'impliquent dans la formation de leurs alternants, notamment en matière d'aide financière ou de récompense qui valoriserait l'entreprise. Alain Griset, est-ce que vous avez réfléchi à une récompense des entreprises qui mettent le mieux en valeur leurs apprentis? Tout d'abord, rappelez que nous regrettons un petit peu qu'il n'y ait plus, pour les maîtres d'apprentissage, ce qu'il y avait il y a quelques années, qui était le fait qu'il y avait un label de maître d'apprentissage qui permettait de garantir que celui-ci ait la capacité de former et cette compétence très particulière de formation. Enfin, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, un maître d'apprentissage, un chef d'entreprise peut proposer à un jeune de faire un parcours d'apprentissage. Dans l'artisanat, globalement,
tous ceux qui s'y investissent, c'est un investissement pour eux de prendre un apprenti, naturellement, ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une compétence et donc d'avoir son diplôme. Si effectivement il peut arriver que peut-être ici ou là, ce n'est pas tout à fait le cas, je pense qu'il faut très clairement qu'il y ait avec le centre de formation un échange de façon à ce que le maître d'apprentissage comprenne bien son rôle, sa mission, qui est réellement de transmettre un savoir-faire, ce qui est essentiel dans l'artisanat. De mon intervention d'introduction tout à l'heure, je disais qu'il y a plus d'un artisan autour d'eux qui a été apprenti avant d'être chef d'entreprise, donc il a lui-même eu ce parcours. Et dans l'artisanat, je veux dire, on a vraiment des chefs d'entreprise qui sont extrêmement investis dans la formation et qui comprennent bien que c'est pour eux un devoir que de transmettre un savoir-faire qui est quand même au cœur de l'entreprise artisanale. Et s'il y a des problèmes entre l'entreprise et l'apprenti, c'est quoi? C'est les chambres de métiers qui peuvent jouer le rôle de médiateur? Voilà, on a depuis quelques années des médiateurs dans chaque chambre de métier de l'artisanat qui permettent éventuellement de pouvoir solutionner des problèmes de la vie quotidienne qui peuvent arriver dans une relation entre deux personnes. Et globalement, ces médiateurs sont de bons conseils et ce sont des sujets qui arrivent à se résoudre assez facilement. Très bien, c'est Béranger Hibou maintenant qui va vous interpeller, Daniel Raoul. Béranger, bonjour. Vous venez de la Seine-Saint-Denis, je crois, c'est ça? Oui, voilà. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Béranger Hibou. Bonjour à tous. Je suis apprenti en mention complémentaire boulangerie au CFA, au campus des métiers de Bobigny dans le 93. Alors voilà, ma question est basée sur l'insertion des apprentis dans les entreprises. Et c'est sans pour autant être considéré comme un simple collaborateur. Dès son entrée dans l'entreprise, comment l'apprenti pourrait-il être plus valorisé qu'un simple manutentionnaire? Eh bien, c'est Daniel Raoul qui va vous répondre. Daniel Raoul. Non. Comment tout faire pour éviter qu'un apprenti... Non, mais j'ai compris, madame. Vous aviez l'air d'hésiter, alors. Non, c'est la question qui m'interpelle un peu. Ça veut dire que le ressenti de la personne qui a posé la question, c'est de se considérer comme manutentionnaire, ou autrement dit, sa présence dans l'entreprise, il le vit comme tel, je dirais comme un larbin, et non pas comme un véritable collaborateur. Sinon, ça peut parfois arriver, j'imagine. Sinon, il n'aurait pas posé la question. Peut-être pas lui, ou peut-être que ça relève d'expérience. Non, franchement, vous l'évoquiez, Monsieur le Président, l'apprentissage a un statut, c'est un contrat de travail. Et donc, il y a bien une prestation qui doit être faite à la fois par l'apprenti, mais aussi par le maître d'apprentissage. Enfin, c'est du donnant-donnant. Et donc, pour apprendre un métier, ce n'est pas forcément à vider les poubelles qu'on apprend un métier considéré comme un larbin. Je le traduis un peu vulgairement, mais ou alors faire des photocopies. Ça existe dans le domaine du tertiaire aussi, ce genre de réflexion. Ça ne devrait pas pouvoir se faire. Le contrat entre le maître d'apprentissage et le centre de formation devrait être clair sur les qualités à la sortie de la formation. Et donc avoir un processus de formation. Bien sûr qu'il faut d'abord une appropriation par l'apprenti de l'entreprise. Enfin, il y a un stage sans doute d'observation, etc. Mais de là être considéré comme un sous-fifre, il devrait être considéré comme un pré-compagnon pour moi dans l'entreprise, ou un pré-recrutement. Sinon, on n'aboutira pas à ce qu'on veut faire au niveau de la formation. Voilà encore, si ça se passe mal, il y a toujours le rôle de médiateur qu'on évoquait précédemment, hein, n'est-ce pas, Alain Griset? Tout à fait. Je veux redire que pour un artisan, le fait de prendre un apprenti, d'abord, c'est un choix. Il n'y a pas d'obligation. Oui, comme le rappelait Daniel Raoul, il y a un contrat de travail. Voilà, c'est un choix. Il y a un contrat de travail qui lie le maître d'apprentissage avec le jeune. Alors certes, il faut accepter le principe que lorsqu'on commence un contrat de travail, on peut passer aussi par toutes les étapes d'apprentissage. Et les premières peuvent consister à faire les bases du métier. Je crois que c'est tout à fait essentiel de le comprendre. Mais très rapidement, ces bases étant acquises, il est, je crois, de l'intérêt commun du chef d'entreprise et du jeune que de passer à une étape supérieure, parce que le jeune, entre guillemets, peut apporter aussi à l'entreprise ses compétences, son savoir-faire, son dynamisme. Et je crois que les artisans, eux, sont tout à fait intéressés par ça. Et le parcours du jeune est construit au fur et à mesure de sa progression personnelle pour lui permettre d'acquérir un savoir-faire qui, au bout du compte, lui permet d'acquérir un métier et ensuite un emploi. Oui, il y a un engagement, il y a un contrat qui lie l'entreprise, avec éventuellement des sanctions, j'imagine, si ça ne se passe pas bien, non, Alain Griset?
Oui, oui. Alors, il y a globalement, je veux dire, entre les jeunes apprentis et les maîtres d'apprentissage, une relation qui, au fur et à mesure du contrat, s'améliore. Et certes, il peut y avoir ici ou là quelques difficultés, mais globalement, les choses se passent très bien dans notre secteur de l'artisanat. Voilà, le ministre du Travail, Michel Sapin, nous rejoint. Bonjour, monsieur le ministre. Merci d'être avec nous cet après-midi. On en est toujours donc dans les questions des apprentis. Dernière question de cette seconde table ronde. Elle est posée par Manon Coacolo. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous aussi, vous êtes également apprenti en Seine-Saint-Denis. On vous écoute. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis ma formation terminale Bac Pro Commerce au campus des métiers de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Donc, ma question est la suivante. Donc, il est souvent difficile de trouver un maître d'apprentissage car souvent, ils prennent des stagiaires qui coûtent beaucoup moins cher. Donc, en quoi la voie de l'apprentissage est plus valorisante que les entreprises, que les contrats d'avenir ou d'autres contrats plus ou moins rémunérés? Très bien, merci Manon. Une question qui va peut-être faire un peu hurler Alain Griset. En quoi l'apprentissage est plus valorisant qu'un stage? Non, il n'y a pas de raison d'hurler. Monsieur le ministre, en plus, est là pour veiller à ce qu'on puisse avoir la réponse adéquate. Mais on va faire une réponse adaptée à notre secteur, monsieur le ministre. D'abord, je suis heureux qu'aujourd'hui, on ait beaucoup de filles qui posent des questions. C'est aussi montrer que l'apprentissage de l'artisanat est quelque chose qui permet aux filles et aux jeunes garçons de pouvoir trouver un avenir. Alors, tout d'abord, il faut faire la différence, on l'a déjà faite à plusieurs reprises, entre le contrat, le stage et le contrat d'apprentissage. On est apprentissage avec un contrat de travail, qui n'est pas le cas d'un contrat, d'un stage. Souvent, dans un stage, le jeune vient mettre en application ce qu'il a appris et c'est pour une période très courte. Un contrat d'apprentissage, c'est pour un contrat de travail à durée déterminée. D'ailleurs, la loi qui a été votée permet éventuellement d'en faire un CDI à la volonté ou pas du maître d'apprentissage. C'est aussi, lorsqu'on est apprenti, la possibilité d'avoir une rémunération, ce qui est extrêmement important. Et puis, lorsqu'on est apprenti, c'est souvent le cas dans l'artisanat, la possibilité d'avoir un emploi dans l'entreprise et demain de créer soi-même son entreprise, ce qui est totalement différent, je veux dire, que de l'objet du stage, qui est plutôt un stage de découverte. Alors, sur les contrats d'avenir, nous l'avons dit au ministre, donc on peut le redire aujourd'hui, nous aurions souhaité qu'il y ait des formations obligatoires de ce contrat d'avenir, qui est plutôt notre culture du contrat d'apprentissage. C'est vrai que lorsqu'on regarde les résultats en nombre de contrats d'apprentissage, outre le fait que l'activité économique n'a pas permis de les développer autant qu'on voudrait, on a considéré qu'il y ait pu avoir à un moment donné une concurrence dans les contrats d'avenir et les contrats d'apprentissage. Bon, ce sont des éléments qui, je crois, vont se réguler. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, le ministre, M. Michel Sapin et le gouvernement savent très bien que pour l'artisanat, le contrat d'apprentissage est au cœur de notre préoccupation, au cœur de notre secteur de métier, et que c'est pour nous le contrat d'apprentissage, ce qui permet de développer nos entreprises, ce qui permet de reprendre nos entreprises et ce qui forme les futurs chefs d'entreprise. Et donc, c'est notre priorité absolue. Daniel Raoul, par rapport à ce que vient de dire Alain Griset, peut-être sur ses regrets. Je voudrais simplement revenir peut-être à la question de tout à l'heure et la fonction ressentie, pardon ? Sur le mauvais ressenti, parfois. Oui, ça m'a interpellé, c'est pour ça. J'avais bien compris la question, madame. C'est le fait, je crois, et vous venez de le dire, Monsieur le Président, de ne pas confondre, d'une part, l'apprentissage, les stages et l'alternance. Et je crois qu'il faudrait qu'on éclaircisse ces champs. Donc, vous avez raison de dire, dans le cadre de l'apprentissage, il y a bien un contrat de travail entre deux parties, et avec des contraintes de part et d'autre. On sait aussi pertinemment, et ce n'est pas un scoop, qu'il y a des stages complètement garage ou bidon, et qui sont d'une autre nature. Et puis, il y a le problème de l'alternance, qui est encore un autre problème, un autre champ, en tous les cas, de formation. Et je crois que la question de tout à l'heure s'adressait plus souvent, en tous les cas, le ressenti plus souvent à des stages qu'à des apprentissages. Voilà ce que je voulais compléter.
Merci Daniel Raoul d'avoir été avec nous pour cette seconde table ronde. On va maintenant passer à la troisième table ronde de cet après-midi sur les réformes autour de l'apprentissage. Alors comme tout à l'heure, eh bien, un petit film pour introduire cette troisième et dernière séquence. L'un des enjeux de la réforme de la voie professionnelle, c'est de faire reconnaître que l'apprentissage, ce n'est pas seulement de l'enseignement, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement, c'est de la formation dans l'entreprise et ce sont des formateurs qui accompagnent ces jeunes. Donc l'idée, c'est aussi de faire évoluer, je dirais, l'apprentissage et la conception de l'apprentissage au-delà d'un modèle qui était un peu scolaire avec la loi de 71 et qui nous demande effectivement que l'on prenne en compte tous les éléments, toutes les composantes de cette formation, en particulier dans l'accompagnement. On a vite fait de se perdre dans les méandres techniques s'agissant de l'apprentissage parce que c'est très compliqué. Il y a des circuits, des tuyauteries diverses. Je crois qu'il faut revenir aux ambitions de ce texte. Aux ambitions, elles sont au nombre de 4. Je les exprimerai bien simplement. D'abord, renforcer le financement de l'apprentissage. Parce que l'ambition qui est affichée, c'est à l'horizon 2017, former 500 000 apprentis. C'est, deuxièmement, simplifier les circuits de financement. Troisièmement, c'est renforcer le rôle des régions. C'est dire aujourd'hui l'apprentissage est de la compétence pleine et entière des régions, l'État redéployant ses responsabilités complètement sur les collectivités territoriales. Et puis, c'est sécuriser les parcours des apprentis. On oublie trop souvent que près de 20% des apprentis abandonnent au cours de la première année. Donc les dispositions prises, c'est bien pour permettre aux apprentis de voir leur parcours renforcé avec la création notamment de ce contrat à durée indéterminée. C'est un exemple. Renforcer l'apprentissage, eh bien, c'est tout l'objet de cette troisième table ronde. Comme tout à l'heure, nous allons écouter vos questions. Pour vous répondre, nous ont rejoint sur la scène de cette salle des conférences du Sénat Annie David. Bonjour, la présidente de la Commission des affaires sociales ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Le ministre Michel Sapin, merci également d'être avec nous pour cette troisième table ronde. Et puis Claude Jeannereau, merci à vous aussi d'être présent avec nous cet après-midi. Vous étiez le rapporteur du projet de loi sur la formation professionnelle qui a été adopté par le Sénat à la fin du mois de février. Alors, tout de suite, eh bien, écoutez, on va écouter la première question, celle de Fatoumata Diakité. Fatouma, ah pardon, on m'a mal écrit votre nom et je ne vous vois pas, il faudrait vous lever si c'était possible. Ah voilà, pardon. On écoute votre question. Bonjour à tous. Alors, je suis Fatouma Diakité, apprentie de la Chambre des métiers de Seine-et-Marne. En première bac pro commerce, je travaille chez Jennifer dans le prêt-à-porter. Je me permets de vous poser la question suivante. Certains de mes camarades et moi, on a vécu une période difficile de rupture de contrat d'apprentissage. Excusez-moi, je suis un peu stressée. Et nous sommes au courant qu'il y a une réforme en cours et on aimerait savoir si cette réforme permet de sécuriser notre parcours de formation. Alors Fatouma, c'est le ministre du Travail, Michel Sapin, qui va vous répondre sur ces ruptures de contrat d'apprentissage, monsieur le ministre. Oui. Non Si, je pense que ça va marcher. Bon, ça va marcher, oui, ça y est. Voilà, ça marche. Bonjour. Oui, c'est une bonne question, d'ailleurs, elle a déjà été abordée, c'est la question des ruptures en cours d'apprentissage, parfois même très tôt après avoir signé son contrat d'apprentissage. Chacun le sait ici. Il n'y a pas une augmentation ces dernières années. Il ne faut pas croire cela. J'ai vu quelques chiffres qui disaient que ça augmente les ruptures précoces de contrats d'apprentissage. Non, on est à peu près, depuis une dizaine d'années, autour de 20% de rupture. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc ça n'augmente pas, mais ça reste à un niveau élevé. Et un des objectifs de la réforme qui vient d'être discutée, qui a été votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et dont je peux vous annoncer selon toute probabilité, elle paraîtra au journal officiel de demain. L'un des objectifs de cette réforme, c'est justement de diminuer les causes de rupture. Alors, il y a une première manière de faire, qui est le contrat à durée indéterminée que le président comme le rapporteur viennent de citer. Ce n'est pas dans tous les cas. Hein. Il faut que ce soit une volonté commune de l'employeur et du jeune. Parce que du côté des employeurs, vous me direz si je me trompe, Monsieur le Président, j'en connais qui disent on fait un effort de formation avec un jeune et puis ensuite on me le pique en quelque sorte. C'est une autre entreprise qui va le prendre pour bénéficier
en quelque sorte, de cette information. Donc, il faut fidéliser. Mais du côté du jeune, avoir un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire on fait l'apprentissage et on reste ensuite dans l'entreprise, c'est une sécurité qui est une sécurité très importante. Mais l'autre raison, enfin l'autre réforme, et qui fait parfois débat d'ailleurs dans les CFA, vous me direz si je me trompe, monsieur là aussi le président, c'est que dans un CFA, on est là pour avoir de l'enseignement théorique, on est là pour suivre les jeunes lorsqu'ils sont dans l'entreprise, en contrat, en formation sur le tas, mais on doit aussi se préoccuper de les accompagner, y compris personnellement. Parce qu'une des causes de rupture, ça peut être, voilà, on ne s'est pas entendu avec l'environnement, ou bien on n'a pas très bien compris, il y a une difficulté, quoi. Il faut pouvoir surmonter cette difficulté. Si on rompt à la première difficulté, parce que l'un et l'autre considèrent qu'il faut rompre, ça ne va pas. Il faut donc accompagner plus qu'aujourd'hui. Et donc, il y a dans les CFA cette nécessité d'accompagner. Je termine par un élément très concret. Souvent, pour des apprentis, on n'est pas très loin du CFA. On n'est pas logé loin du CFA. Mais quand on va dans une entreprise, on va beaucoup plus loin de chez soi. Et il y a un problème de logement. Et cette question du logement, elle peut créer de telles difficultés qu'à un moment donné, ça se rompt. Parce que c'est tellement compliqué, tellement difficile, que le jeune préfère dire, bon, finalement, je renonce. Eh bien, il faut donc faire un effort considérable de logement pour permettre à ces apprentis de trouver à côté de leur lieu de travail, enfin, le lieu où ils sont dans le contrat d'apprentissage, des logements qui soient des logements de qualité, qui soient des logements dignes et qui leur permettent de travailler et de se reposer dans de bonnes conditions. Michel Sapin, on a évoqué effectivement au début de cet après-midi cette question de la mobilité, mais qui doit faire un effort pour faciliter le logement des apprentis, selon vous? C'est à la fois du côté, évidemment, des CFA, mais du côté des collectivités territoriales. Et beaucoup de collectivités territoriales, je pense en particulier aux régions qui ont une responsabilité qui est renforcée encore dans le texte de cette loi, c'est aux régions d'avoir aussi des programmes d'accompagnement qui permettent de construire dans les villes où il y a le plus d'activités ou à proximité de zones où il y a des activités, plus de logements qu'aujourd'hui pour les apprentis. Alain Griset, peut-être pour compléter, si vous en avez envie, les propos du ministre sur comment fidéliser les relations entre apprentis et entreprises. Quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez dans les chambres de métiers? Peut-être pour essayer de répondre concrètement à la question de la jeune fille, peut-être, Monsieur le Ministre, partager ce que vous avez dit, peut-être en rajoutant le fait qu'une bonne partie des ruptures sont dues au fait que souvent le jeune n'a pas eu une information suffisante sur les métiers avant de signer son contrat d'apprentissage. Et qu'il est dans cette période des premiers mois, qui est la période d'essai, il découvre un métier, il se rend compte que pour lui, ce n'est pas tout à fait le métier qu'il souhaitait faire, ou ce ne sont pas les conditions d'exercice qu'il souhaitait, et à ce moment-là, on arrive à la rupture. Et nous travaillons beaucoup, vous savez, Monsieur le Ministre, et nous avons beaucoup souhaité que vous puissiez nous accompagner là-dessus, à ce que les métiers, il y ait une meilleure découverte des métiers, en particulier qu'il y ait au niveau de l'orientation une meilleure information sur le métier. Ce qui a été voté dans la loi pour permettre aux régions d'avoir cet outil permettant une meilleure orientation est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que nous espérons, par l'intermédiaire de cette orientation, avoir des jeunes qui rentrent en formation et qui, déjà, connaissant le métier, aient moins cette impression d'une vraie rupture dans leur vie personnelle. Et je suis persuadé que nous allons diminuer fortement, si on réussit cette meilleure orientation, ce nombre de ruptures. Et puis, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les médiateurs de l'apprentissage dans les chambres de métier peuvent aussi éviter un certain nombre de ruptures. Parce que, quelquefois, dans la vie quotidienne, comme dans un couple, il peut y avoir entre l'entreprise et un salarié une rupture due à un problème ponctuel, et les médiateurs peuvent permettre d'éviter ces ruptures, parce que, il faut bien le reconnaître, une rupture pour un maître d'apprentissage, ça n'est non plus pas agréable. Ça peut aussi amener au prud'homme, ce qui n'est pas naturellement la solution souhaitée. Et donc nous faisons tout ce qu'on peut, aussi bien au niveau des maîtres d'apprentissage que pour les chambres de métier, pour éviter ces ruptures qui sont globalement quelque chose qui n'apporte rien à personne de positif. Allez, maintenant on va écouter la question de Vincent Mathieu du CFA des Yvelines. Vincent Mathieu, bonjour. On écoute votre question. Bonjour Monsieur le Ministre, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs. J'ai 26 ans, je suis élève en CAP boulangerie en 1 an à Versailles, dans la chambre de métier et de l'artisanat de Versailles.
Alors, ma question intervient un tout petit peu en amont, puisqu'au-delà avant de parler de rupture, moi je parle aussi de signer le contrat. J'ai eu énormément de difficultés à trouver une entreprise qui m'accueille en son sein, mais au-delà de ça, je m'aperçois que certains de mes collègues à l'école ont carrément pas trouvé d'employeur, que ce soit donc niveau 4 ou 5. Ma question est donc la suivante: comment redonner confiance aux entreprises et aussi les inciter à former des apprentis? Merci. Merci beaucoup Vincent Mathieu. Claude Jeannereau, vous répondez à Vincent, comment donc redonner confiance aux entreprises? Alors, dans sa réponse tout à l'heure, Monsieur le ministre a déjà anticipé sur les éléments de cette question. Je crois 3 éléments à souligner. D'abord, nous pouvons vérifier que le monde de l'apprentissage n'est pas un monde à part, protégé du reste de l'univers. Il est soumis naturellement aux aléas de la conjoncture économique. Donc le meilleur moyen de garantir le développement et le succès de l'apprentissage, c'est naturellement de retrouver les voies de la croissance. Deuxièmement, il me semble que, et je veux revenir là-dessus, que le texte de loi que nous avons adopté ici la semaine dernière, formation professionnelle, emploi et démocratie sociale, permet de renforcer les conditions de succès de cette mise en relation entre un apprenti et un maître d'apprentissage, avec 3 mécanismes que nous avons cherché à mettre en place. D'abord, il faut l'affirmer, je sais que ça correspond à beaucoup d'inquiétudes de la part des professionnels, c'est plus de financement pour l'apprentissage. Parce que nous portons collectivement une ambition, c'est 500 000 apprentis à l'horizon 2017. C'est deuxièmement, je crois qu'il faut le réaffirmer aussi, une simplification dans les circuits et dans les dispositifs. Et troisièmement, un rôle renforcé et unique de la région. Autrefois, les responsabilités étaient réparties pour les collectivités entre l'État et la région. Non, la région est désormais responsable. Une disposition pratique, elle a été évoquée par Monsieur le ministre, je veux le redire ici. La capacité offerte, non pas une obligation, la capacité offerte d'inscrire le contrat de travail, le contrat de l'apprenti, dans un CDI, un contrat à durée indéterminée. Alors c'est naturellement une sécurité pour l'employeur qui effectivement peut garder son apprenti à l'issue du stage. Je pense que ça rassure tout le monde. Et puis dernier point, je voudrais rapidement revenir là-dessus, puisque ça a été, rappelez-vous, évoqué en début de séance. C'est le rôle important, ça a été rappelé par le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, que jouent les CFA dans la mobilisation, dans la rencontre entre un maître d'apprenti et un apprenti. Et puis moi, je veux le redire après mes collègues, n'oublions pas le rôle essentiel du service public de l'emploi et en particulier des missions locales qui ont ce rôle de rapprochement entre les maîtres d'apprentissage et les apprentis. Michel Sapin, vous confirmez toujours cet objectif du gouvernement de 500 000 apprentis d'ici 2017 ? Oui, mais il ne faut pas que ce soit un objectif du gouvernement. Il faut que ce soit un objectif de tout le monde. D'ailleurs, je pense que c'est un objectif partagé. Un objectif partagé par tous ceux qui, à la fois, veulent offrir des débouchés à la jeunesse et en même temps se donner des capacités de développement personnel. Quand vous êtes apprenti, vous travaillez dans une entreprise. D'ailleurs, votre problème, c'est de trouver justement cette entreprise pour y travailler. Et quand vous y travaillez, il y a quand même beaucoup de chances que, soit dans cette entreprise, soit dans une autre, vous ayez un débouché. Donc, c'est une garantie de faire en sorte qu'on puisse trouver un emploi. Vous savez, quand on a des filières où, à la fin, on a quand même plus de chances d'avoir un emploi que d'être chômeur, il n'y a pas que le gouvernement qui est content. C'est toute la société qui est plutôt heureuse. Et pourtant, visiblement, il y a quand même de vraies difficultés, Michel Sapin, puisque je crois que pour la première fois en 2013, le nombre de contrats d'apprentissage a baissé. Oui, mais d'abord, méfions-nous des statistiques. Mais c'est vrai qu'à cette rentrée, le nombre des non, mais vous verrez pourquoi je dis ça en plus. D'accord. Pourquoi il faut se méfier des statistiques, mais je ne peux pas en dire plus. Mais non, le nombre des contrats a baissé à cette rentrée. Il n'y a pas de discussion sur ce point-là. Beaucoup moins que le chiffre que vous n'avez pas cité, mais qui est de l'ordre de 2%. Mais c'est une baisse. Pourquoi il y a une baisse? La première raison, tout le monde le sait, c'est un contrat de travail. C'est un contrat de travail. Oui. Quand vous avez un contrat de travail et qu'il y a moins de travail, vous avez moins de contrats de travail. C'est une chose assez simple. C'est le problème de la conjoncture d'une manière générale. Deuxième chose, il faut, et c'est un des objectifs de cette réforme, concentrer l'argent de l'apprentissage sur l'apprentissage. Nous y avons beaucoup travaillé
avec l'ensemble des partenaires et tout particulièrement avec le réseau des chambres de métiers. Il y a trop d'argent de l'apprentissage qui se perdait dans autre chose que de l'apprentissage. Donc il faut concentrer cet argent au profit de l'apprentissage. Quand je dis l'apprentissage, c'est le maître d'apprentissage, l'entreprise et l'apprenti lui-même qui doit pouvoir en bénéficier. Par exemple, on en parlait avec le développement de programmes de logement. Alain Griset, vous avez envie d'intervenir sur ce point? Monsieur le ministre, vous avez remarqué que je n'ai rien dit, mais que mes collègues ont déjà manifesté le fait qu'effectivement, ils attendent que je puisse apporter une contribution. Tout d'abord, partagez avec vous, monsieur le ministre, l'idée que dans l'artisanat, personne ne peut remettre en cause notre volonté de former des apprentis. Je dis quelquefois que si l'artisanat n'avait pas formé les apprentis en France depuis quelques années, peut-être c'est un mot qu'on n'utiliserait même plus aujourd'hui et que c'est réellement pour notre secteur quelque chose d'important. Monsieur est intervenu, il a dit j'ai 26 ans. Monsieur le ministre, rappelez-vous qu'à plusieurs reprises, on est vite vieux, vous savez, à 26 ans, pour un contrat d'apprentissage, aujourd'hui, on a cette difficulté. C'est que quand vous avez un jeune de 15 ou 16 ans qui se présente en même temps que vous dans l'entreprise, le chef d'entreprise, il a le choix de payer ou 40% du salaire ou 80% du salaire. En gros, à compétence égale, quand vous rentrez dans l'entreprise. Et donc, il y a un vrai sujet que j'ai déjà évoqué avec monsieur le ministre, qu'on n'a pas encore résolu. Il y a sûrement une partie de partenaires sociaux dans ce travail, mais ça devrait, de notre point de vue, pas être l'entreprise qui devrait subir ce surcoût. Il est légitime qu'un jeune de 26 ans perçoive plus de rémunération parce qu'il a plus de besoins, mais pourquoi l'entreprise devrait, elle, à compétence égale, en subir les conséquences? Et donc nous sommes plutôt favorables à ce que l'entreprise paye le même prix, quel que soit l'âge de l'apprenti, quitte à ce que cet apprenti bénéficie de dispositifs complémentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent après le bac nous voir pour acquérir une compétence, ça serait un élément extrêmement important pour leur donner cette chance que d'avoir une formation d'apprentissage. Et monsieur le ministre, je vous ressollicite pour qu'on puisse aller dans cette direction. Sur le financement de l'apprentissage, c'est bien entendu, monsieur le ministre, votre volonté de dire qu'il faut plus d'argent pour l'apprentissage. Le président de la République a même été plus loin. Dans un discours à Blois, il a dit qu'il faut que l'ensemble de l'argent de la taxe d'apprentissage aille à l'apprentissage. Discours de Blois. Permettez-moi de dire dans cette maison que nous sommes déçus du texte voté au Parlement sur ce sujet et nous nous interrogeons sur le résultat final de l'aboutissement de la taxe d'apprentissage au centre de formation. Quand on nous dit qu'il y aura un collecteur régional et que ce collecteur devra se mettre d'accord avec les autres pour savoir qui touche quoi, je me suis permis il y a quelques semaines de vous dire on va attendre la fumée blanche pour savoir qu'on se mettra d'accord pour savoir qui touche quoi. Donc nous continuons à penser que pour l'apprentissage, il est nécessaire qu'il y ait un fléchage automatique de la taxe d'apprentissage par rapport au nombre d'apprentis formés. On peut peut-être avoir une petite clé sur le niveau de formation, mais quand on forme 100 apprentis, on en touche plus que quand on en forme 10. Et malheureusement, le texte de loi, pour l'instant, ne nous donne pas satisfaction. Il a été voté. Est-ce que peut-être, après des textes d'application, décrets nous permettront d'aboutir là? En tout cas, monsieur le ministre, c'est notre souhait. Je crois que ça passera par là pour qu'il y ait une vraie équité de taxes d'apprentissage. Alors j'entends ceux qui ont beaucoup d'argent dire qu'ils n'en ont toujours pas assez. C'est la règle de ceux qui en ont beaucoup en général. Mais nous, vous savez très bien qu'on n'en a pas suffisamment et que c'est chez nous que vous trouverez le nombre d'apprentis que vous souhaitez pour aboutir aux résultats escomptés. Michel Sapin. Ah. Je ne vais pas continuer le débat pour ne pas embêter les uns et les autres avec uniquement des questions d'argent. Il y a aussi l'amour dans la vie, pas seulement l'argent, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Mais là, on parlait d'argent. Mais vous parliez des plus riches. Alors, vous savez, il y a deux types de catégories, parce que tout le monde se plaint toujours. Hein. Mais donc, dans le monde de l'apprentissage et des grands collecteurs, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent « j'avais plus d'argent, on m'en a retiré », et ceux à qui on en donne un peu plus et qui disent « on n'en a pas suffisamment ». Vous faites partie de la deuxième catégorie. La première catégorie, vous la connaissez très bien, parce que vous l'avez fréquentée, nous avons rencontré ensemble. C'est ceux qui gèrent de grandes écoles où il n'y a pas un seul apprenti et qui pourtant bénéficiaient de la taxe d'apprentissage. Quand je dis il faut que l'argent de l'apprentissage aille à l'apprentissage, c'est bien évidemment au détriment, j'allais dire, de ceux-là, mais ceux-là ne font pas d'apprentissage. En sens inverse, lorsqu'une université, parce que de l'apprentissage, ça peut être aussi
dans une université. Et ça peut être à des niveaux élevés. C'est tous les niveaux sont bons, tous les niveaux sont utiles. Mais ça peut être de la licence, ça peut être de la maîtrise par apprentissage. Quand des universités font plus d'apprentissage, ils doivent bénéficier plus de l'argent de l'apprentissage. Je prends, je ne sais pas, l'université, il y a des universités en région parisienne, par exemple, où vous avez 60% des jeunes, des étudiants qui sont par ailleurs en apprentissage. C'est une bonne chose. Eh bien, ils avaient peu d'argent de l'apprentissage. C'était anormal. Donc moi, je veux que l'argent de l'apprentissage a plus à l'apprentissage. De ce point de vue-là, nous sommes d'accord. Et c'est d'ailleurs grâce à votre soutien que nous avons réussi à avancer. Après, il y a ceux qui disent, mais on aurait pu aller encore un peu plus loin. Vous en faites partie. Il y a ceux qui disent, vous êtes déjà allé beaucoup trop loin. C'est ça l'équilibre gouvernemental. Bon, on vous laissera poursuivre à un autre moment ce débat. On va poursuivre avec les questions, merci Michel Sapin, des apprentis. Et Émile Bernardon du CFA, d'un CFA du département de l'Aisne va maintenant vous interpeller. On vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me présente. Je suis en bac pro maintenance automobile de la Chambre des métiers de l'Aisne. Et la question est la suivante. Comment faire changer les idées reçues des employeurs des TPE et PME qui pensent qu'au-delà du CAP et après 18 ans, le fait de prendre un apprenti serait trop onéreux par rapport au temps passé en entreprise? Merci pour cette question très précise et concrète. C'est Annie David, la présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat, qui va vous répondre. Annie David. Oui, cette question est en effet très précise, mais je crois que M. Grisel a un petit peu effleuré dans la réponse précédente. Et en effet, les idées reçues, vous avez raison, on la vie dure. Et je pense que c'est ensemble, les apprentis, les maîtres d'apprentissage, mais aussi les entreprises et donc les TPE, les PME, qu'il faut que nous fassions la peau à ces idées reçues, parce qu'en effet, je crois que c'est bien ensemble que nous arriverons à dire qu'un apprenti, c'est vrai, un apprenti, M. Griset venait d'en parler, un apprenti de plus de 18 ans ou de plus de 20 ans, eh bien, n'aura pas tout à fait le même salaire qu'un apprenti plus jeune, mais en même temps, cet apprenti, moi je suis persuadée qu'il amène plus de choses, justement par ses connaissances, ses compétences et sa maturité peut-être qu'un plus jeune apprenti. Il apporte beaucoup plus de choses à l'entreprise et de ce fait, eh bien, il sera rémunéré à une hauteur un peu plus haute qu'un plus jeune apprenti, mais il faut penser il faut penser au-delà du coût du salaire de l'apprenti, il faut penser à l'investissement que cela représente pour l'entreprise et je pense que l'entreprise est gagnante, quel que soit le salaire qui sera versé à cet apprenti. Si cet apprenti est plus âgé, s'il a plus de connaissances, plus de compétences, il aura plus de savoir à apporter à l'entreprise et de fait, l'entreprise sera gagnante. Donc c'est ensemble, vous les jeunes apprentis, mais aussi les chefs d'entreprise, qu'il faut que nous fassions passer cette idée-là, que ces apprentis ne sont pas plus chers et qu'il faut aussi leur donner leur chance et qu'il faut aussi leur donner la possibilité d'exprimer leurs talents et leurs compétences au service de l'entreprise. Merci Annie David. Allez, on enchaîne tout de suite avec la question maintenant d'Anthony Rodriguez dans le Val-de-Marne. Bonjour Anthony, on vous écoute. Bonjour mesdames, messieurs. Je me présente, Anthony Rodriguez, première bac pro ELEC. Je fais partie de la Chambre des métiers du Val-de-Marne au CF1 de Saint-Maur. Et ma question est-il possible d'envisager une réforme qui tienne compte de l'évolution des compétences nécessaires pour exercer un métier d'avenir? Donc, c'est-à-dire, les métiers d'avenir, dans mon métier, c'est l'électricité, c'est un métier assez vaste et qui comprend la domotique, qui est l'avenir en électricité, les énergies renouvelables aussi et le développement durable. Voilà. Alors, c'est Michel Sapin, le ministre, qui va vous répondre. Et puis les autres aussi, bien sûr. D'abord, vous donniez votre définition du métier d'avenir. Je vais essayer aussi, moi, de donner la mienne. Elle n'est pas forcément différente de la vôtre. Mais il y a des métiers qui sont des très anciens métiers et qui ont beaucoup d'avenir. Donc, il faut faire attention. Un métier qui a de l'avenir, pour moi, c'est quoi? C'est un métier qui donne des débouchés et des débouchés durablement. C'est-à-dire pas simplement pendant 2 ans, mais pendant toute une carrière. Il y a donc des métiers très anciens. Vous voyez, je sais pas, un boulanger. Ce sont des métiers qui sont extrêmement utiles, qui peuvent se renouveler dans leur technique et dans leur technologie, donc il faut y faire attention, il faut s'adapter à cela, mais qui sont des métiers extrêmement porteurs pour demain. Il y a même des métiers de service aux personnes qui sont des métiers qui vont se développer
dans les années qui viennent. Donc ceux-là, il ne faut jamais les oublier. Il y a aussi des métiers nouveaux. Oui, il ne faut jamais oublier cela. Pardon de commencer par cela. N'oublions jamais cela, parce que c'est une bonne partie des emplois de demain qui s'appuient sur des compétences qui sont souvent des compétences anciennes, qu'il faut renouveler, mais qui sont anciennes. Ensuite, la deuxième question, c'est au fond, quels sont les métiers qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui vont exister dans les années qui viennent et auxquels il faut se préparer dès maintenant. Sinon, le jour où on arrive sur le marché du travail, on est déjà obsolète, si je puis dire, par rapport à ça. Alors, c'est toutes les questions des nouvelles technologies, des nouvelles énergies, des énergies renouvelables. Alors là, il y a tout un travail qu'il faut faire à 3 niveaux. Un premier niveau, c'est au niveau national. Au niveau national, on doit pouvoir repérer, en parlant entre nous, les uns et les autres, quels sont les métiers qui sont en train de se développer. Prenons les énergies nouvelles, prenons les métiers dans le domaine de l'environnement, prenons toute la question des métiers qui vont s'appuyer sur des nouvelles techniques de l'information et de la communication, sur Internet, etc. Parce que beaucoup de métiers peuvent s'appuyer, même des métiers très anciens, peuvent s'appuyer pour se développer sur cette nouvelle technologie. Donc, niveau national. Niveau professionnel, dans chacune des branches, parce que chaque fois, il y a des branches qui peuvent définir quels sont les métiers qui vont se développer, les compétences qui vont être nécessaires dans les années à venir. Donc, il y a un travail dans les branches. Et puis, il y a un travail que je crois très important au niveau des territoires, dans les régions. Parce que ce n'est pas exactement les mêmes métiers, suivant, je vais caricaturer, que vous habitez au bord de la mer ou dans la montagne, que vous êtes en pleine ville ou que vous êtes au contraire dans une zone rurale. Il y a des métiers qui sont différents et des besoins différents en fonction de ces territoires. Et là, il y a tout un travail qui est mis en place d'ailleurs toujours aussi par ce projet de loi. On appelle ça dans notre jargon de gouvernance, donc de rencontre entre les professionnels du côté patronal, les organisations syndicales qui sont évidemment intéressées à ce développement et les territoires, les élus de ces territoires, tout particulièrement les régions qui ont une grande compétence dans le domaine de l'apprentissage, mais aussi de la formation professionnelle. Et donc là, il y a un moyen de se mettre d'accord sur dans quelle technique, dans quel métier il faut faire les efforts pour pouvoir créer des filières quand elles ne sont pas là, développer ces filières et donc accueillir des jeunes et les former dans des métiers qui ont un avenir. Parce que le métier d'avenir, c'est celui qui a un avenir au-delà de 2 ans ou de 3 ans. Alain Griset, quelle est votre réflexion à vous au niveau des chambres de métiers, justement sur ces métiers d'avenir, hein, et comment vous les définissez, vous? Je pense qu'il est effectivement indispensable, Monsieur le Ministre, qu'on ait une analyse territoriale pour former les jeunes dont le territoire a besoin. Mais au-delà de ça, dans l'artisanat, dans les chambres de métiers artisanat, nous avons créé les universités régionales des métiers et nous avons pris le parti, au-delà des diplômes de l'éducation nationale, de créer des titres. Pourquoi nous avons créé des titres? Parce que nous sommes nous-mêmes responsables du référentiel. Et que ce référentiel, nous le constituons avec les organisations professionnelles, donc avec ceux dont c'est le métier. Et la chance que nous avons, c'est que ces référentiels, parce que c'est nous qui les faisons, naturellement validés par votre ministère, Monsieur le Ministre, mais ont une plus grande souplesse d'adaptabilité. Et en fonction de l'évolution des métiers, même les plus anciens, nous sommes dans l'artisanat capables de faire évoluer ces référentiels et donc d'offrir aux jeunes des formations adaptées à l'économie d'aujourd'hui, parce que notre économie bouge beaucoup. Et donc les besoins des consommateurs changent. Et nous, notre volonté, c'est de construire des référentiels qui correspondent aux métiers d'aujourd'hui et aux métiers de demain. Et la faculté que nous avons, c'est que nous maîtrisons nous-mêmes nos référentiels et que lorsque nous avons travaillé avec nos collègues des organisations professionnelles, sous votre autorité, nous mettons très rapidement en place ces formations sur les territoires qui correspondent aux besoins de l'économie territoriale. C'est, je crois, une chance que nous avons dans notre secteur de l'artisanat. Gros comité de soutien. Une nouvelle question maintenant de la part de Marion Noblet, je ne sais pas si je prononce bien, de l'Institut des métiers de l'artisanat d'Aubonne, c'est dans le Val d'Oise. Marion est de l'autre côté, pardon, je suis un peu perdue. Bonjour Marion. Bonjour, je m'appelle Marion Noblet, je fais un BTS esthétique au CFA d'Ermont-Aubonne. Et donc ma question c'est, quelles considérations concrètes peut-on espérer au moment d'une candidature à un emploi face à la candidature d'un jeune formé en lycée professionnel ou en école? Quelles équivalences, grosso modo? Annie David, c'est vous qui allez lui répondre. Alors, tout d'abord, peut-être vous dire que sur un CV, il est vrai que lorsque l'on
écrit qu'on a eu son diplôme par apprentissage, je pense que l'employeur déjà ait un regard attentif parce que, en effet, l'apprentissage a quand même une bonne, une bonne connotation, en tout cas une bonne vision de la part des entreprises. Donc c'est déjà, je pense, un plus sur votre CV. Moi, pour ma part, je pense qu'il faut néanmoins faire attention à ne pas vous opposer aux élèves qui sont issus d'une école ou d'un lycée professionnel qui ne seraient pas passés par l'apprentissage, parce que il me semble que l'ensemble des voies de formation est un bon ensemble et que chacune d'entre vous a choisi la formation qui lui convenait le mieux. Vous avez choisi l'apprentissage, d'autres jeunes gens vont choisir un autre mode d'apprentissage et je ne voudrais pas que vous soyez en opposition les uns avec les autres parce qu'il me semble que toutes ces formations-là sont des formations de valeur. Voilà, donc dans votre question, ça m'interpelle un petit peu. Pourquoi être en opposition avec un jeune? L'important, c'est de trouver un emploi. Et je pense sincèrement qu'en ayant eu votre diplôme par apprentissage, vous aurez de toute manière un regard particulier de l'employeur vis-à-vis de votre formation. Et par la suite, eh bien, dans l'entreprise, quand vous êtes embauché, vous ne pouvez pas demander à un employeur de faire une différence de statut entre un jeune ou un salarié, puisque là vous serez salarié, un salarié qui serait issu de la formation par apprentissage et un salarié qui serait issu d'une formation non passée par l'apprentissage. Donc une fois que vous serez dans l'entreprise, à vous de faire vos preuves si vous souhaitez pouvoir évoluer et pouvoir prétendre à un poste qui vous intéressera. Mais je ne pense pas que le statut d'apprenti, vous pourrez par la suite le faire valoir. En tout cas, je pense même que ce serait discriminant dans l'entreprise et je ne suis pas certaine que l'employeur pourrait dire je vais favoriser tel ou tel parce que son diplôme a été obtenu par l'apprentissage. Je pense que c'est un plus pour vous parce que l'apprentissage est quelque chose de très intéressant et ensuite à vous dans l'entreprise de faire valoir vos qualités et votre diplôme, quel que soit le mode d'obtention de ce diplôme. Alain Griset, vous, comment vous voyez les choses? C'est vrai que quand même, dans une conjoncture économique difficile, il y a forcément une concurrence. Hein. C'est difficile. On ne va pas opposer, madame, les jeunes les uns aux autres, mais les chiffres sont là. Il est évident que, année après année, on constate que l'insertion professionnelle des jeunes ayant fait un apprentissage est meilleure que ceux qui ne l'ont pas fait. C'est comme ça, ce sont les faits, ce sont les chiffres. Pourquoi? Vous pouvez peut-être les rappeler, hein, d'ailleurs, les chiffres. Bon, globalement, c'est 80% d'insertion professionnelle. Même s'il y a un petit tassement, on arrive quand même globalement à des taux assez importants. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que le jeune, pendant son apprentissage, il a le contact avec l'entreprise. Il a acquis la culture d'entreprise. Et donc, pour celui qui va le recruter, c'est un plus qui, je crois, permet cette différence. Et donc, pour un jeune qui fait son apprentissage, le constat est, non pas en opposition avec une autre formation, c'est qu'un jeune qui fait un apprentissage a souvent plus de chances d'être inséré dans le monde professionnel, auquel je rajoute la chance lui-même de pouvoir très rapidement se mettre à son compte, puisqu'il a justement acquis dans sa formation des éléments tout à fait essentiels de gestion d'entreprise, de gestion des ressources humaines, surtout quand il vient dans les formations dans les champs de métiers au niveau 3, par exemple, dans lequel, dans le brevet de maîtrise, il y a des formations spécifiques dans ces domaines qui sont essentiels à la création d'entreprises. Et donc oui, le constat est celui-là. Nous en sommes d'ailleurs fiers. Les apprentis, en général, ont une insertion professionnelle meilleure que les jeunes qui sortent de l'éducation académique. C'est un peu ce que je voulais dire quand je disais à cette jeune fille qu'il ne faut pas se mettre en opposition avec d'autres jeunes, puisque déjà avoir réussi son diplôme par apprentissage fera que l'employeur aura un autre regard sur son CV. Donc déjà, sur son CV, elle sera... voilà, elle aura un plus. Donc, et ensuite, par contre, dans l'entreprise, à chacune et à chacun des salariés à faire leurs preuves pour pouvoir évoluer comme ils le souhaitent, que ce soit un jeune issu de l'apprentissage ou pas. Donc, Monsieur Griset, nous sommes d'accord sur ce point-là. Daniel Raoul, vous vouliez ajouter un petit mot? Oui, par rapport à la question, je pense que, vu les évolutions, en particulier des profils recherchés dorénavant, normalement, l'apprentissage à qualification égale, un apprenti devrait avoir un métro, sinon un train de sénateur d'avance. Mais dans le recrutement. Mais simplement, moi je pense que vu l'évolution dans les entreprises, il n'est pas non plus inintéressant de faire ce qu'on appelle l'hybridation, en tous les cas, d'avoir des gens venant de formations un peu différentes. C'est ce qu'en tous les cas, dans les grandes entreprises, au niveau du recrutement des ingénieurs, ils sont en train de faire et de revenir en arrière par rapport à
modèles standards de formation d'ingénieurs et au contraire de les hybrider avec des formations universitaires. C'est ce qui se pratique en général dans les technopoles, etc. C'est-à-dire d'avoir éventuellement un binôme, une entreprise qui recrute 2 jeunes, avoir un venant de la voie de l'apprentissage, l'autre de la voie d'un LEP, etc. et de regarder est-ce qu'il y a une complémentarité, une valeur ajoutée en les mettant ensemble en binôme. En tous les cas, je le constate à un autre niveau, mais je suis persuadé qu'il y a des choses à faire. Merci Daniel Raoul. Allez, dernière question maintenant. Elle nous vient de Florian Boucher du CFA de la Chambre des métiers de Seine-et-Marne. Florian, voilà, vous êtes derrière moi, je ne vous voyais pas, on vous écoute. Alors bonjour à tous, je m'appelle Florian Boucher, je suis apprenti en baccalauréat commerce à la Chambre des métiers de Seine-et-Marne. Je me permets donc de vous interpeller sur le point qui est le suivant. Les maîtres d'apprentissage constituent le pilier de notre formation. Nous passons la moitié de notre temps en entreprise et pourtant, j'ai pu constater un réel manque de pédagogie de la part de mon maître d'apprentissage et de temps m'étant consacré. Par quelles mesures pouvez-vous améliorer leur formation afin de nous garantir une véritable qualité et renforcer les transmissions des savoir-faire? Merci Florian. C'est le sénateur Claude Jeannereau qui va vous répondre. Merci. S'il y a une affirmation que personne ne contestera dans cette Assemblée, c'est le rôle central, voire décisif, que joue le maître d'apprentissage. Pourquoi? Lorsqu'un jeune choisit la voie de l'apprentissage, il ne choisit pas seulement un système de formation, il choisit d'abord un métier. Et ça, c'est essentiel dans la démarche. Et le maître d'apprentissage deviendra donc le modèle qui aura la lourde responsabilité de transmettre, c'est le mot-clé, de transmettre ses savoir-faire, de transmettre les gestes professionnels qui feront de cet apprenti un professionnel accompli. Et cette transmission du concret et du pratique est tout à fait importante. Et on voit bien donc l'importance du maître d'apprentissage. Et le plus souvent, ce qui est décisif, et c'est le cas, c'est la passion que le maître d'apprentissage va mettre dans l'exercice de son métier et qu'il va communiquer aux jeunes apprentis. Mais en même temps, on sait bien que malgré cette passion, malgré ce professionnalisme, la pédagogie, elle n'est pas innée. Et il est nécessaire que le maître d'apprentissage renforce ses qualités pédagogiques. Voilà une question dont les chambres de métiers se sont emparées depuis bien longtemps, il faut le souligner, et le législateur aussi. Ça me permet de profiter de cette question pour rappeler que la loi que nous venons de voter la semaine dernière, précisément, renforce cette dimension en invitant les branches à créer les conditions permettant de renforcer cette compétence pédagogique des maîtres d'apprentissage. Et moi, j'espère que les branches vont s'emparer de cette possibilité pour précisément avancer et nous faire progresser sur ce terrain. Alain Griset, vous aviez envie d'ajouter un mot sur cette dernière question? Non, je pense qu'on est d'accord que la pédagogie n'est pas quelque chose qui est donné à chacun. On peut être un très bon professionnel et avoir une difficulté de transmission de son savoir. Notre volonté au niveau des chambres du métier de l'artisanat, c'est de permettre à chaque maître d'apprentissage d'avoir régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, un aspect spécifique de formation. Il faut naturellement qu'on trouve, Monsieur le Ministre, les moyens pour qu'il y ait cette incitation à la formation, qui ne peut pas être une obligation, mais à partir du moment où on aura un plus à l'incitation à la formation, on pourra développer encore plus la formation des maîtres d'apprentissage, et je pense qu'on ira dans la direction souhaitée par le législateur, par le gouvernement et naturellement aussi par les jeunes. Merci Alain Griset. Est-ce qu'un de vous a envie d'ajouter un mot sur ce dernier point? Non. Écoutez, merci aux 14 apprentis qui ont interpellé les parlementaires, le ministre et Alain Griset lors de cet après-midi. On va maintenant écouter le discours de clôture du ministre Michel Sapin pendant qu'on installe votre petit pupitre. Voilà, en tout cas, je remercie Annie David, Daniel Raoul, Claude Jeannereau et bien sûr Alain Griset d'être intervenus pour répondre à ces dernières questions des apprentis. Et on va laisser donc la parole à Michel Sapin pour conclure cet après-midi de rencontre autour de l'apprentissage. On vous écoute, Monsieur le Ministre. J'étais inquiet de tourner le dos à autant de personnalités importantes et en même temps je suis très heureux de faire face aux uns et aux autres. J'étais là déjà ce matin
Donc c'est pour moi une journée consacrée à l'apprentissage. J'y passe aussi beaucoup d'heures avec les uns et les autres. Monsieur le Président, cher ami, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, merci infiniment d'abord de cette invitation, de participer à ces rencontres. Je crois que c'est une habitude qui a été prise depuis plus de 10 ans. 14 ans, donc quand j'ai dit plus de 10, je ne me suis pas trompé. 14 ans, c'est une bonne habitude. Je sais aussi que le Sénat est extrêmement vigilant sur la question de l'apprentissage. C'est au cœur du texte, on vient d'en parler, mais je vais vous en reparler parce que c'est aussi mon rôle sur la formation professionnelle que nous venons de discuter ici même et qui a été adopté par cette Assemblée. Je vois aussi dans cette salle, d'un côté comme de l'autre, devant un peu moins, si, il y en a aussi, un certain nombre d'apprentis. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit ici même ce matin, certains d'entre vous étaient là, au moment de la cérémonie d'un des meilleurs apprentis de France. Mais en fait, si, je vais vous le répéter. L'apprentissage, c'est une voie d'excellence. Et c'est l'un des plus sûrs moyens, nous l'avons encore redit les uns et les autres, d'entrer dans un emploi qui soit un emploi durable et, pour reprendre le terme, un emploi d'avenir. Plus encore, me semble-t-il, après la réforme, qu'il va falloir faire rentrer maintenant dans les faits, qui permet de signer, par exemple, nous en avons là aussi parlé, un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La loi en question, vous le savez, comporte un très important volet sur l'apprentissage et je profite donc de cette circonstance, vous n'en entendez pas moins de moi, pour en dire quelques mots. Le mot le plus fondamental, au fond, c'est que c'est une réforme en profondeur. Ce n'est pas une réformette de plus, une rustine sur une chambre à air qui serait usée, des petits ajustements juxtaposés. Mais c'est bien une refonte fondamentale de notre système de formation professionnelle. Cette réforme porte d'abord, ça vous concerne, sur la création de ce qu'on appelle un compte personnel de formation, qui est attaché à chaque individu. Et c'est aussi les apprentis. Maintenant, les apprentis, quand ils vont rentrer dans l'entreprise, ils vont ouvrir leur compte personnel de formation, et qui est un compte qui va les suivre toute leur vie. Ce qui va bouleverser le schéma classique d'une formation professionnelle qui était destinée aux salariés, à l'initiative de l'employeur et qui était financée majoritairement dans le cadre de ce qu'on appelait le plan de formation dans l'entreprise. Pour le dire autrement, jusqu'à présent, vous aviez des droits à la formation par case. Vous étiez un jeune de moins de tel âge, vous aviez droit à tel type de formation, un jeune de plus de 25 ans, vous aviez droit à tel autre type, un salarié dans l'entreprise, un type de formation, au chômage, un autre type de formation. C'est d'ailleurs là où il y avait le moins de droits à la formation, alors que c'est évidemment l'endroit où il y en a le plus. Donc au lieu de raisonner par case administrative, maintenant c'est par personne. Chacun et chacune d'entre vous va accumuler ses droits à la formation et les utilisera au moment le plus indispensable pour lui-même ou pour l'entreprise dans laquelle il travaille. La réforme instaure ensuite ce qu'on appelle une obligation de former plutôt qu'une obligation de financer, en supprimant ce qui, pour certaines entreprises, était aussi une obligation administrative assez lourde, ce qu'on appelle la dépense obligatoire de 0,9% de la masse salariale au titre du financement du plan de formation. La réforme porte également une réorientation des fonds de la formation vers la qualification et vers ceux qui en ont le plus besoin, grâce en particulier à l'augmentation, oui, Monsieur le Président, des financements pour les centres de formation d'apprentis, pour les bas niveaux de qualification et pour les salariés des petites entreprises, tout particulièrement les plus petites entreprises, dans le domaine de l'artisanat, avec des mécanismes qui permettent de créer ce qu'on appelle une mutualisation de l'argent qui est mis de côté spécialement pour les entreprises de moins de 10 salariés et qui permettront donc à ces salariés d'utiliser leurs droits à la formation dans de bonnes conditions. J'ajoute aussi une simplification radicale du système de collecte qui pose question aux uns et aux autres, mais ce système plus simple de collecte permettra d'affecter et de mobiliser les fonds de manière plus prioritaire sur la formation elle-même, sur les besoins des apprentis et pas simplement sur des frais de fonctionnement qu'il faut faire diminuer, là aussi, comme partout ailleurs, le plus possible. Ce texte a été conçu, je l'espère, dans le dialogue, mais le dialogue ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, chacun le sait bien, il y a des moments où il faut aussi trancher, c'est le rôle d'ailleurs du législateur qu'à un moment donné de trancher. La réforme s'inscrit dans un accord qui avait été signé au niveau interprofessionnel, au niveau national,
le 14 décembre dernier. Mais tous les autres sujets, tout particulièrement ceux qui touchent à l'apprentissage, ont donné lieu à beaucoup de discussions et de débats entre nous. La dernière grande conférence sociale de juin, auquel beaucoup d'entre vous ont pu participer, avait décidé de faire de l'apprentissage un objet de concertation qui s'est engagé en septembre, qui était riche, et les représentants des chambres de métiers et de l'artisanat ont pris une part extrêmement active et constructive. Et Monsieur le Président Griset, quels que soient par ailleurs les débats qui peuvent exister entre nous et qui sont toujours très constructifs et très positifs, je tiens à vous remercier tout particulièrement, ainsi que tous ceux qui vous ont accompagnés, pour la qualité de ce dialogue et la part que vous avez prise dans les réflexions et dans les décisions dans la réforme de l'apprentissage. Alors, quels sont donc les principaux changements en matière d'apprentissage, qui sont des changements, me semble-t-il, de nature à transformer le quotidien des apprentis et de leurs employeurs que vous êtes? Il y a 4 grands registres. D'abord, plus de moyens pour l'apprentissage, je vais y revenir, une répartition plus concentrée de ces moyens, une simplification du système de collecte et enfin une sécurisation du parcours des apprentis. Rapidement. Plus de moyens pour l'apprentissage. L'objectif avait été fixé de longue date, c'est les fameux 500 000 apprentis à l'horizon 2017. La loi de finances pour 2013, rectificative, avait établi une nouvelle taxe d'apprentissage par fusion. Alors là, ça devient très compliqué, mais c'est un domaine extrêmement complexe. Beaucoup de spécialistes ici, que la fusion dans la nouvelle taxe d'apprentissage, par fusion de la taxe actuelle et de la contribution au développement de l'apprentissage, ainsi que l'affectation intégrale de la contribution supplémentaire à l'apprentissage à ce même apprentissage. Pour le dire autrement, et pour reprendre ce que j'ai dit, plus d'argent de l'apprentissage allant vers les institutions qui mettent en place effectivement de l'apprentissage. La loi qui vient d'être adoptée rend maintenant lisible pour tous les acteurs les clés de répartition de cette nouvelle taxe. L'édifice sera parachevé, parce qu'il reste encore un élément, vous y faisiez allusion, par la création dans la prochaine loi de finances de la fraction régionale de cette taxe, fraction régionale qui devra être intégralement utilisée pour l'apprentissage. Et la loi y veillera. En clair, pour le dire plus simplement, je le répète une fois encore, le produit de la taxe d'apprentissage ira désormais bel et bien davantage à l'apprentissage. Deuxième grand principe, une répartition plus concentrée des moyens qu'on appelle les fonds libres de la taxe d'apprentissage. Vous savez qu'il y a une liberté d'affectation des entreprises qui n'est pas mise à mal par le texte, mais qui est préservée dans son principe et qui est développée. Se pose la question de la répartition des fonds de la taxe non affectés par les entreprises. C'est un sujet qui est sensible, mais qui devrait trouver une réponse, car il n'est pas possible de laisser chacun face à son sort et que les plus riches s'en sortent mieux et que les plus pauvres se noient, ce qui est assez souvent le cas. Et c'est pourquoi je suis très attaché à 2 dispositions de la loi. Celle qui prévoit l'établissement d'une méthodologie de calcul des coûts par apprenti, parce qu'il y a parfois des disparités considérables d'une région à l'autre sur le calcul du coût d'un apprenti, ce qui crée des disparités. Et je sais que vous y êtes, dans les chambres de métiers, particulièrement attachés. Et moi, je serai très attentif à la mise au point de ces méthodes de calcul des coûts par apprenti. Ensuite, deuxième disposition à laquelle je tiens beaucoup, une concertation obligatoire entre les OCTA, les régions et les partenaires sociaux. J'y ai fait aussi allusion, en particulier au niveau des territoires. Troisième grand principe, un système de collecte qui soit plus efficace. Aujourd'hui, il y a 147 organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. Ils sont non seulement trop nombreux, me semble-t-il, mais en plus, ils se mettent en concurrence les uns avec les autres. On me racontait que telle ou telle entreprise pouvait être sollicitée par plus de 20 octas différents qui viennent en disant « c'est moi le meilleur, non, c'est moi ». Non, je suis pour la concurrence, mais enfin, il vaut mieux que ce soit ordonné, surtout quand il s'agit de récupérer de l'argent qui est de l'argent au bout du compte obligatoire et qui doit aller à l'intérêt général. La loi apporte sur ce registre des changements fondamentaux. Au plan national, seuls les OPCA pourront solliciter une habilitation et collecter et répartir la taxe. Au plan régional, sera créée une OCTA unique et interconsulaire. Je pense que ça peut poser des difficultés, mais je sais aussi que vos collègues, Monsieur le Président, ont parfaitement la capacité à se mettre d'accord entre elles. J'ajoute, dernier point, la sécurisation des parcours des apprentis. Les difficultés actuelles, nous venons d'en parler, des apprentis sont connues. Il est vrai que des employeurs sur certains métiers peuvent rencontrer des difficultés pour recruter un apprenti. Le cas dominant est très exactement l'inverse, celui du candidat à l'apprentissage qui ne trouve pas d'employeur.
Nous savons que la majorité des CFA prennent aujourd'hui en compte cette difficulté et agissent pour résoudre ces difficultés au cas par cas. Et il nous a semblé nécessaire d'inscrire ce rôle, l'accompagnement des CFA dans la loi, aux côtés des autres missions, dont l'une est particulièrement importante, offrir aux apprentis cet accompagnement pour résoudre des difficultés d'ordre social ou d'ordre matériel. Derrière chaque apprenti, il y a certes un jeune qui veut apprendre, mais il y a aussi un jeune qui a ses propres difficultés et qu'il faut aider à résoudre ces difficultés personnelles ou matérielles pour lui permettre de se consacrer dans de bonnes conditions à son apprentissage. Je cite encore, en termes de sécurisation, le contrat à durée indéterminée dont nous avons déjà parlé. Voilà, mesdames et messieurs, à très grands traits, et pour ne pas vous embêter plus longtemps, ce que contient pour l'apprentissage cette belle loi qui vient d'être adoptée et qui sera publiée dans les heures qui viennent. J'ai la conviction qu'elle portera de beaux fruits, qui pourront être plus beaux encore si chacun, les acteurs de l'apprentissage, saisit comme il convient l'opportunité de cette loi, mais aussi l'opportunité plus globale du pacte de responsabilité qui est en train de se préparer et dont les partenaires sociaux discutent aujourd'hui. Je crois même qu'ils ont terminé d'en discuter en trouvant un accord entre eux pour mettre en place un pacte de responsabilité qui engage les uns et les autres vers l'avenir, vers le développement économique et vers la création d'emplois. Je suis persuadé que la formation professionnelle des jeunes, tout particulièrement dans le cadre de l'apprentissage, peut et doit constituer l'un des éléments centraux de ce pacte de responsabilité. Et j'ai la conviction en particulier que les branches professionnelles sauront se mobiliser aussi leurs entreprises, parce qu'elles sont plus proches des entreprises au sein des branches que l'on peut l'être au niveau purement interprofessionnel, dans ce nouvel élan en faveur de l'apprentissage qui ne s'effondre pas, mais qui rencontre aujourd'hui des difficultés, et donc il faut aider à se développer. Parce qu'un pays qui avance est un pays qui se préoccupe de la formation de la jeunesse pour sa compétitivité et la compétitivité de chacune économie, comme pour chacun de ceux qui y travaillent, que chacun puisse se réaliser. J'ai confiance dans cette réforme, j'ai surtout confiance en vous tous et j'ai la conviction que les chambres de métiers et d'artisanat, comme elles l'ont toujours fait, tiendront une place centrale dans la construction de cet avenir. Je vous remercie. Merci Michel Sapin d'être venu conclure ces 14e rencontres sénatoriales de l'apprentissage. Merci à tous d'être venus nombreux ici dans cette salle des conférences du Sénat, apprentis, enseignants, chambres des métiers et bien sûr parlementaires pour témoigner et répondre aux questions des apprentis. Merci à vous de nous avoir suivis donc en direct sur Public Sénat. Très bonne fin de journée sur notre antenne et très bonne soirée à tous.